Bienvenue dans cette collection d'histoires terrifiantes. Ces récits, tirés d'expériences réelles de camping et de randonnée, explorent les sombres recoins de la forêt où la réalité semble s'effacer devant l'inexplicable. Chaque histoire vous emmènera au cœur de la nature sauvage, là où les ombres dansent entre les arbres et où le silence cache des secrets inavouables. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache dans l'obscurité lorsque le soleil se couche sur les bois. L'année dernière, je suis parti seul dans la forêt, à environ 1 heure de chez moi, pour camper une nuit. Je ne prévoyais rien de spécial, juste cette envie sourde, presque viscérale, de m'échapper du monde pendant 24 heures. Pas de notification, pas de voiture, pas de regard. Juste moi, les arbres et le silence. Et bien que je sois inexpérimenté, je ne voyais pas de mal à rester dehors seulement pour une journée. Une journée, c'est rien. Une journée, ça ne peut pas mal tourner. Quand je suis arrivé au sentier de camping principal, il y avait 3 voitures garées sur le bas-côté, leur carrosserie sale et familière, leur pare-brise reflétant la lumière crue du matin. Des familles, probablement. Des groupes d'amis avec leur rire trop fort et leur musique portable. Je ne voulais vraiment parler à personne ni passer la journée avec d'autres personnes. Leur simple présence aurait détruit l'illusion de solitude que je cherchais. Alors j'ai continué à conduire, mes pneus crissant sur le gravier, jusqu'à trouver un autre sentier plus loin sur la route. Il n'y avait aucun endroit pour se garer, juste un fossé herbeux et des ronces, alors j'ai dû aller encore plus loin avant de trouver une trouée dans les arbres, puis revenir à pied sur près d'1 kilomètre. Ce sentier était différent des autres. Très étroit, entièrement en terre battue, sans gravier, sans balises colorées, sans ces panneaux rassurants qui indiquent que quelqu'un d'autre est passé par là avant vous. Les branches basses me giflaient le visage, leurs feuilles laissant des traces de sève sur mes joues. L'air sentait la pourriture douce des feuilles mortes. Cette odeur de terre humide qui vous rentre dans les poumons et vous rappelle que vous êtes loin de tout. J'ai commencé à marcher, traversant un terrain relativement plat avec rien d'autre que des arbres et des buissons autour de moi. Des pins noirs, principalement, leurs troncs si droits qu'ils ressemblaient à des piliers de cathédrale abandonnés. Le silence n'était pas absolu. Il y avait les oiseaux, parfois, leurs cris aigus qui semblaient venir de nulle part et de partout à la fois. Et ce vent constant, ce souffle qui faisait frissonner les cimes des arbres sans jamais descendre jusqu'à moi. Au bout d'environ 2 heures, le sentier a commencé à s'amincir progressivement. D'abord, il est devenu un simple sillon dans la végétation. Puis une suggestion de passage, une ligne plus claire entre les fougères. Jusqu'à ce qu'il devienne difficile de savoir si j'étais encore dessus ou non. Je m'arrêtais, je regardais en arrière, je cherchais mes propres empreintes dans la terre meuble. Rien. J'avais le pressentiment que cela pourrait arriver au début. Cette forêt avait quelque chose de labyrinthique, de délibérément confus, mais j'étais déjà à 2 heures de marche de ma voiture. 2 heures de terrain accidenté, de ronces, de cette montée silencieuse qui vous vide les jambes sans que vous vous en rendiez compte. Alors je ne m'en inquiétais même plus. J'avais complètement négligé ce risque, comme on néglige la possibilité d'une maladie jusqu'au jour où la fièvre frappe. Je me suis retourné et ai commencé à faire mon chemin de retour, faisant de mon mieux pour trouver la partie plus définie du chemin. Mes pas devenaient plus rapides, presque paniqués. La forêt semblait avoir changé de visage. Les mêmes arbres, mais disposés différemment, comme si quelqu'un avait déplacé les décors pendant que je ne regardais pas. Je respirais par à-coups, sentant mon cœur battre contre ma cage thoracique. 5 minutes. 5 minutes de cette marche frénétique, de cette recherche désespérée de familiarité dans un océan de verre identique. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter net sur place. Une cabane. Elle se dressait là, au milieu d'une clairière que je n'avais pas remarquée en montant. Mais comment? J'étais pourtant attentif, je regardais partout, Ma première pensée en la voyant fut que j'étais complètement perdu. Complètement. Car je ne l'avais pas vue en montant. Impossible, elle était trop massive, trop présente pour avoir été manquée. Elle devait être à des kilomètres de mon trajet initial. Mais ensuite, mes pensées ont glissé vers l'étrange sensation qu'elle me donnait. Cette impression viscérale de faux, de mal placé, comme une dent qui ne s'insère pas correctement dans la mâchoire. Que faisait une cabane ici, perdue au milieu de nulle part? Elle était construite en rondins sombres, noircie par l'humidité et le temps. Le toit de tôle ondulé s'affaissait d'un côté, comme une épaule brisée. Pas de cheminée, pas de fenêtre. Juste une ouverture rectangulaire là où une porte aurait dû être. Des racines épaisses encerclaient les fondations, comme des doigts qui auraient tenté de l'arracher du sol, mais avaient renoncé. L'ensemble paraissait à la fois abandonné depuis des décennies et étrangement habité. Vivant, d'une façon organique et répugnante. Je me suis approché lentement. Chaque pas résonnait dans ma poitrine. Les oiseaux s'étaient tus. Même le vent semblait s'être arrêté, retenant son souffle.
Je voyais maintenant des détails que la distance avait effacés. Des os blanchis près du seuil. Petits, probablement des animaux, mais disposés de façon trop régulière pour être naturels. Des bouteilles vides empilées en pyramide instable. Et cette odeur qui montait de l'intérieur, sucrée et putride à la fois, comme du fruit pourri mélangé à quelque chose de métallique. Voyant qu'elle n'avait pas de porte, j'ai regardé à l'intérieur. C'était un désordre complet, plein de vieux déchets. Mais quels déchets? Des journaux datant des années 60, leurs titres effacés par l'humidité. Des vêtements, des tas de vêtements de toutes les époques, des jeans des années 80 aux vestes techniques modernes. Des sacs à dos, des chaussures de randonnée, tellement nombreuses qu'elles formaient une montagne contre le mur du fond. Et au centre, une table en bois brut, couverte de marques. Des entailles profondes, comme si quelqu'un avait taillé méthodiquement dans le bois, encore et encore, pendant des années. Plus je restais cependant, plus je me sentais mal à l'aise. Ce n'était pas la peur rationnelle du danger. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. L'instinct du rongeur devant le serpent. Mes poils se hérissaient sur mes bras, malgré la chaleur étouffante. J'avais l'impression d'être observé, non pas par quelqu'un à l'intérieur, mais par la cabane elle-même. Par les murs. Par l'air stagnant qui semblait tourner autour de moi, me caresser, me goûter. Je me suis retourné et ai commencé à retourner vers ce que je pensais être le sentier, mais j'ai été interrompu par un fort bruit sourd derrière moi. BOUM. Le son d'une porte qu'on claque, mais il n'y avait pas de porte. Le son d'un corps qui tombe, mais il n'y avait personne. J'ai regardé en arrière vers la cabane, et à travers l'embrasure de la porte, j'ai vu un homme apparaître derrière le mur intérieur. Il était d'âge moyen, portant des vêtements déchirés qui avaient peut-être été des habits convenables, il y a très longtemps. Des haillons grisâtres qui pendaient sur son corps maigre comme des lambeaux de peau morte. Il avait l'air de vivre là. Non, pas vivre. Exister. Serve it. Ses cheveux étaient une masse indistincte de gras et de feuilles mortes. Mais c'était son visage qui m'a transpercé. Un visage étrange, sans émotion. Pas de colère, pas de curiosité, pas de surprise de me voir là. Juste le vide. Des yeux trop grands, trop brillants, d'un gris laiteux qui semblait refléter la lumière sans la capturer vraiment. Une bouche entr'ouverte, immobile, comme s'il avait oublié comment la fermer. Et cette peau grise, translucide presque, où je voyais des veines sombres pulser sous la surface. Il m'a regardé. Je veux dire, vraiment regardé. Pas mes yeux, quelque chose derrière mes yeux. Quelque chose dans ma poitrine, dans mon ventre, dans cette partie primitive de mon cerveau qui hurle de fuir avant même que la conscience ait compris le danger. J'ai dit nerveusement que j'étais désolé. Désolé, comme si j'avais fait quelque chose de mal, comme si j'avais violé son intimité en me perdant dans sa forêt. Puis je suis rapidement parti. Mes jambes fonctionnaient avant que mon cerveau ait donné l'ordre. Je marchais, puis je trottinais, puis je courais, les branches me fouettant le visage, les racines me faisant trébucher. J'ai regardé une fois en arrière, une seule fois, le voyant me fixer, toujours immobile dans l'embrasure, alors que je m'éloignais. Il ne bougeait pas. Il ne suivait pas. Il attendait. J'ai passé l'heure suivante sur le qui-vive, cherchant partout le sentier tout en m'assurant que je n'étais pas suivi. Chaque craquement de branche était un pas derrière moi. Chaque ombre entre les arbres était cette silhouette grise. Je marchais en cercle, je le savais, mais la peur m'empêchait de m'arrêter. La peur que si je m'arrêtais, je l'entendrais. La respiration. Les pas. Le silence qui n'en était pas un. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant la forêt d'une lumière orange maladive, je devenais de plus en plus inquiet. Les ombres s'allongeaient, se déformaient, prenaient des formes humaines. J'ai entendu ce que je croyais être des pas, mais quand je me retournais, il n'y avait que le vent. Ou pas de vent du tout. Juste ce silence oppressant, ce silence de forêt qui a appris à ne rien dire. Heureusement, juste avant que la lumière ne disparaisse complètement, j'ai trouvé le milieu du sentier. Ou quelque chose qui y ressemblait assez pour que je puisse pleurer de soulagement. J'ai hésité à simplement retourner à ma voiture. 4 heures de marche dans l'obscurité, avec cette chose peut-être dans les bois, peut-être me suivant, mais j'ai choisi de passer la nuit sur place juste pour être sûr de ne pas me perdre à nouveau. La nuit rendait la forêt autre chose. Une entité. Un estomac. J'ai déchargé mon sac et installé ma tente avec des doigts qui tremblaient si fort que j'ai cassé 2 sardines. Je me suis assis à l'intérieur, le couteau ouvert sur ma poitrine, écoutant. Rien. Toujours rien. J'avais prévu de faire un feu et de faire tout un tas d'autres choses. Mais à ce stade, je n'étais plus d'humeur et je voulais juste me reposer. Juste fermer les yeux et oublier cette cabane, cet homme, ce regard. J'ai fermé les yeux et sombré dans le sommeil. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était une obscurité totale. Pas la noirceur douce de la nuit en forêt. Une noirceur absolue,
visqueuse, qui semblait presser contre mes yeux ouverts. Et tout ce que j'entendais était le grincement de la forêt. Pas le vent dans les feuilles, un grincement. Comme du bois qui se tord. Comme des ongles sur du bois. J'ai incliné la tête. Mes yeux se sont fixés sur l'entrée de ma tente. La fermeture éclair était ouverte. Je ne l'avais pas laissée ouverte. Je savais que je ne l'avais pas laissée ouverte. J'avais vérifié 3 fois, obsédé par l'idée de cette cabane, de cet homme, de ce qui pourrait errer dans ces bois. Me fixait en retour le visage couvert d'ombre de l'homme. Il était à quelques centimètres de moi. Sa tête passait à travers l'entrée à moitié ouverte, inclinée de ce même angle étrange, comme un chien qui écoute un son trop aigu pour l'oreille humaine. Je ne voyais pas ses yeux, l'obscurité les avait avalés, mais je sentais son regard. Cette pression sur ma gorge, sur mon sternum. Il ne respirait pas. Ou alors il respirait si silencieusement, si lentement, que je ne percevais que le grincement de la forêt qui semblait maintenant venir de lui. De sa bouche entr'ouverte. De sa peau qui se contractait. J'ai sursauté en arrière, un mouvement involontaire, animal, et l'homme a fait de même. Pas de peur. Pas de surprise. Juste cette mimique horrible, cette imitation parfaite de mon réflexe, comme s'il apprenait. Comme s'il testait. J'ai entendu ses pas s'éloigner rapidement alors que je sortais et regardais. Des pas qui n'en étaient pas, un glissement, un traînement, comme s'il se déplaçait sans soulever ses pieds de terre. Je ne voyais que son dos s'enfonçant dans les bois, cette silhouette grise qui semblait absorber la noirceur plutôt que la traverser. Puis il a disparu. Pas derrière un arbre. Pas dans une ombre. Disparu. Comme si la forêt l'avait simplement refermé sur lui. Avec mon cœur battant encore la chamade. Ce tambourinement si violent que j'entendais le sang dans mes tempes. J'ai défait tout ce que j'avais installé. Mes mains fonctionnaient mécaniquement, fourrant les affaires n'importe comment dans mon sac. Je n'ai pas éteint la lampe frontale. Je l'ai laissée allumée, braquée devant moi, créant ce cône de lumière jaunâtre dans lequel je marchais comme un aveugle. J'ai soigneusement suivi le sentier jusqu'à ma voiture, chaque pas une éternité, chaque ombre un danger. Je ne suis évidemment jamais retourné là-bas. Je n'ai même pas osé vérifier sur une carte où j'avais été exactement. J'ai surtout évité d'en parler, simplement parce que je sais que je n'aurai jamais de réponse. Des réponses à quoi? À ce qu'était cette cabane? À ce qu'était cet homme? À pourquoi il m'avait regardé dormir? À ce qu'il aurait fait si je n'avais pas ouvert les yeux à ce moment précis? Ce qui rend cette histoire encore plus mystérieuse, c'est que lorsque j'ai rapporté l'incident à la police locale, après des semaines de nuit blanche, de terreur nocturne où je revoyais ce visage dans l'embrasure de ma tente, ils m'ont informé qu'aucune cabane n'avait jamais été signalée dans cette zone. Aucune structure. Aucune habitation. Rien. Le forestier qui connaissait ces bois depuis 30 ans a secoué la tête, perplexe, m'assurant que j'avais dû me perdre bien plus loin que je ne le croyais. Que la fatigue et le stress avaient joué des tours à mon esprit. Mais ce n'est pas tout. Ils m'ont aussi dit, à voix basse, presque à regret, que plusieurs randonneurs avaient disparu sans laisser de traces dans ces bois au cours des 10 dernières années. Pas des touristes imprudents. Des gens expérimentés. Des locaux qui connaissaient ces sentiers comme leur poche. Partis pour une journée, jamais retrouvés. Pas de corps. Pas d'effet personnel. Juste disparus. Dans cette zone exacte. Dans cette forêt qui avale. Parfois, la nuit, quand le vent souffle dans les arbres de mon jardin et que les ombres dansent sur mon mur, j'entends ce grincement. Ce grincement de la forêt. Et je me demande si c'est vraiment le vent. Ou si c'est lui. Si c'est l'homme sans visage, qui apprend encore. Qui attend encore. Qui cherche d'autres visages à regarder dans l'obscurité, d'autres tentes à visiter, d'autres histoires à ne jamais raconter. Je garde une lampe allumée, maintenant. Toujours. Même quand je ferme les yeux. Surtout quand je ferme les yeux. Il y a un an, je faisais des vacances d'été de randonnée et de camping près d'une petite rivière près de la maison de mes parents. Je leur rendais visite pendant quelques jours, puis je partais seul camper le long de la rivière pour une nuit ou deux avant de rentrer chez moi. C'était notre rituel, depuis des années. Ces moments de transition entre le monde familial confortable et ma vie d'adulte solitaire ailleurs. Je n'habite pas dans l'état le plus propice à l'aventure, alors j'essaie toujours de sortir dans la nature quand je suis dans la ville de mes parents. Cette rivière, je la connaissais. Du moins, je croyais la connaître. Après leur avoir rendu visite, je me suis mis en route pour ma randonnée. Le sentier que j'ai pris pour atteindre la rivière durait environ 4 heures à un rythme de marche régulier. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que personne d'autre ne l'utilisait jamais. La rivière n'était pas énorme ou quoi que ce soit, et il y avait plein de sentiers qui étaient plus pittoresques et réellement balisés. Des sentiers avec des panneaux, des points de vue, des bancs pour les pique-niques.
Celui-ci était juste un petit chemin de terre pas très défini, qui serpentait entre les fougères et les bouleaux nains comme une veine oubliée sous la peau de la forêt. Je l'aimais pour ça, pour cette impression d'être le premier, ou le dernier, à fouler ces lieux. Quand je suis arrivé à la rivière, il faisait pratiquement nuit. Le crépuscule s'était installé il y avait une heure, mais dans la vallée encaissée où coulait l'eau, l'obscurité venait plus vite, plus épaisse. J'ai installé ma tente dans une petite anse de gravier, à l'abri d'un saule pleureur dont les branches touchaient presque la surface de l'eau. J'ai fait un feu, non pas pour la chaleur, la nuit était douce, mais pour la compagnie. Pour ce murmure de vie dans ce silence qui devenait trop grand. Je voulais me détendre avant d'aller me coucher, savourer cette solitude que j'avais chérie pendant tout le trajet. Alors que j'étais assis là pendant quelques minutes, le feu crépitant, projetant des ombres dansantes sur les troncs blancs des bouleaux, j'ai commencé à entendre des pas s'approcher de moi. Pas des pas de randonneur. Pas ce rythme régulier, confiant, de quelqu'un qui sait où il va. Des pas hésitants, puis sûrs, puis hésitants à nouveau. Comme si celui qui marchait s'arrêtait pour écouter, pour vérifier, pour localiser. J'ai regardé de ce côté, la main posée sur ma hanche où je gardais mon couteau, et au bout d'une minute, un homme est apparu des arbres. Il m'a fait signe. Ce geste banal, amical, cette main levée dans la pénombre. Puis il est venu vers mon campement avec un sourire. Il avait l'air d'un homme normal dans la trentaine, bien qu'un peu sale et négligé, comme s'il campait ici depuis un moment. Pas de barbe de vagabond, juste cette absence de soin, cette patine de la vie à l'air libre qui va au-delà du romantisme du camping. Des cheveux blonds filasses qui lui tombaient sur le front. Des vêtements de randonnée d'une marque moyenne de gamme, usés mais pas troués. Des chaussures étonnamment neuves, je les remarquai plus tard. Beaucoup trop neuves pour quelqu'un qui vivrait ici. Après s'être présenté comme étant John, il a fait la conversation avec moi. Sa voix était agréable, chaleureuse presque. Il m'a dit qu'il campait non loin d'ici, qu'il connaissait cette rivière depuis des années, qu'il venait toujours ici quand il avait besoin de recharger les batteries. Il a parlé de la pêche, des truites qu'on pouvait attraper à l'aube, si on connaissait les bons trous. De la faune, des castors en amont, une famille entière. Il m'a même montré une écaille de poisson séché qu'il gardait dans sa poche, comme un talisman. Je me suis prêté à la conversation juste pour ne pas être impoli. C'est ce qu'on fait, non? Quand quelqu'un s'approche de votre feu, vous ne le chassez pas. Vous échangez quelques mots, vous partagez le silence, puis chacun reprend sa route. Mais tout cela semblait bizarre. La façon dont il s'était matérialisé, si peu de temps après mon arrivée. La façon dont il connaissait exactement où j'étais, alors que j'avais pris soin de m'éloigner de tous les sentiers principaux. La façon dont ses yeux, des yeux bleu pâle, presque transparents, ne se fixaient jamais vraiment sur les miens, mais balayaient constamment mon campement. Ma tente, mon sac, mes affaires. Finalement, l'homme m'a souhaité une bonne nuit et s'est éloigné. J'ai regardé alors qu'il longeait la rivière avec sa lampe torche, cette lueur blafarde qui dansait sur l'eau noire. Mais au bout d'une minute, la lumière s'est éteinte. Pas graduellement, comme s'il s'éloignait. D'un coup, comme s'il l'avait éteinte délibérément. Et il n'y a eu plus rien après ça. Pas de pas, pas de branches qui craquent. Juste le murmure de la rivière et le crépitement de mon feu, soudainement trop faible, trop isolé. Je n'ai pas tant réfléchi à cette rencontre au début. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que la solitude me jouait des tours. Mais l'homme avait définitivement quelque chose d'étrange. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est comment il était arrivé juste quelques minutes après que j'aie allumé le feu. Le feu attire l'attention, certes, mais dans ce creux de vallée, avec ces arbres, avec cette distance. Il devait être vraiment tout près, comme s'il me suivait ou quelque chose du genre. Comme s'il m'attendait. J'ai tout mis sur le compte de mes nerfs et je me suis dit que c'était juste une stupide coïncidence qu'il soit ici. Après tout, il était venu et s'était présenté, ce que j'ai supposé qu'il n'aurait pas fait s'il avait de mauvaises intentions. Les prédateurs ne se présentent pas, n'est-ce pas? Ils ne vous souhaitent pas la bonne nuit avec un sourire. Ils ne vous parlent pas de castor. J'ai éteint le feu et je suis resté debout dans ma tente pendant un moment, écoutant. Rien. Le silence complet de la forêt nocturne, ce silence qui n'est pas vide mais plein. Plein de respirations qu'on n'entend pas, de regards qu'on ne voit pas. Puis je me suis endormi, d'un sommeil léger, agité, peuplé de rêves où des hommes aux yeux transparents me suivaient le long d'une rivière qui n'en finissait pas. Je me suis réveillé au lever du soleil, la tente trempée de rosée, le corps raide. J'ai passé la journée à randonner le long de la rivière, en amont cette fois, cherchant les castors dont il m'avait parlé. Je n'en ai pas vu. Étrangement, je n'ai jamais vu d'autres campements, aucun signe de feu ni de tentes installées, même pas dans la direction où j'avais vu l'homme marcher. Pas d'empreintes fraîches dans la boue des berges. Pas de traces de pas dans l'herbe humide. J'ai supposé qu'il devait être plus loin dans la forêt,
caché dans quelques replis de terrain que je n'avais pas explorés, mais cela ne m'a rendu que légèrement plus nerveux. Où dormait-il? Comment vivait-il? Pourquoi ces chaussures neuves? Je suis rentré à ma tente juste avant la nuit. Le soleil déclinait déjà, teintant le ciel de cette lumière orange qui rend les ombres trop longues, trop nettes. Et j'ai été surpris, non, atterré, de voir John assis à côté de mon feu de camp éteint. Il était là, immobile, les mains sur les genoux, regardant fixement les cendres froides. Il ne m'avait pas entendu arriver. Ou il faisait semblant. Je ne savais pas lequel des deux était pire. « Puis-je vous aider ?» ai-je dit. Ma voix a craqué, aiguë, pas la mienne. Il a tourné la tête lentement, trop lentement, comme si son cou fonctionnait à des vitesses différentes du reste du monde. Et il a souri. Ce même sourire d'hier, chaleureux, pratiqué, qui n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux qui m'ont regardé, puis ont regardé derrière moi, puis sont revenus à moi. J'attendais, a-t-il dit. Simplement. Comme si c'était évident. Comme si c'était normal d'attendre quelqu'un à côté de son feu éteint, dans une forêt, à la tombée de la nuit. Il s'est levé et a dit qu'il m'attendait pour me montrer quelque chose qu'il avait trouvé en aval de la rivière. Une cascade, a-t-il précisé. Secret. Que personne ne connaissait. Il s'est levé et a commencé à marcher, m'engageant à le suivre pour voir par moi-même. Son corps bloquait la lumière du soleil couchant, me plongeant dans son ombre. Je voyais les contours de ses épaules, de sa tête, contre ce disque orange qui s'enfonçait derrière les arbres. Il ne ressemblait plus à un homme. Il ressemblait à une silhouette découpée dans du papier noir, posée devant une vitre colorée. J'ai hésité. Je vais rester ici, John. Je suis juste un peu fatigué. Il s'est retourné et m'a regardé avec ce même sourire. Mais quelque chose avait changé. La chaleur s'était retirée des commissures de ses lèvres. Le sourire était devenu fixe, Fige. comme une photographie d'un sourire. Il m'a demandé à nouveau de l'accompagner, sa voix toujours agréable, mais avec une note en dessous, une fréquence que je sentais plus dans la poitrine que dans les oreilles. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant de longues secondes. Et j'ai su avec certitude que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une intuition vague, ce n'était pas de la paranoïa. C'était le savoir ancien, celui des mammifères qui sentent le prédateur avant de le voir. Son sourire a commencé à s'effacer, non pas en une grimace, mais en une absence. Une neutralité terrifiante. Il m'a demandé une dernière fois d'un ton moins amical. Pas hostile, pas menaçant, juste dépourvu de cette couche de politesse qu'il avait maintenue jusqu'alors. Comme s'il avait décidé que le jeu était terminé. J'ai choisi de ne rien dire, de rester immobile, de ne pas céder à l'envie de reculer, de fuir, de crier. Après un moment qui a duré une éternité, il s'est retourné et a commencé à marcher vers la rivière. Sans un mot, sans un regard en arrière. Juste cette démarche régulière, ce pas qui ne faisait presque aucun bruit sur les feuilles mortes. Alors que je le regardais s'éloigner, la lumière déclinante a joué un tour à mes yeux. Ou peut-être pas. J'ai vu le contour d'un petit pistolet dépassant de sa chemise, coincé dans le dos de son pantalon. La crosse noire, mate, contre le tissu clair de sa chemise mal enfoncée. Comme s'il avait fourré là rapidement, sans prendre le temps de la dissimuler correctement. Bien qu'il ne soit pas rare d'apporter une arme à feu en forêt, les serpents, les coyotes, les ours noirs qui deviennent audacieux, je n'ai jamais connu de randonneur ou de campeur qui la garde de manière inconfortable dans le dos de son pantalon avec sa chemise par-dessus. La seule raison serait de la dissimuler à la vue des autres. Ce qui, autant que je sache, ne devrait pas être la principale préoccupation quand on va au cœur d'une forêt. Sauf si on prévoit de rencontrer d'autres humains. Sauf si on ne veut pas qu'ils sachent, tout de suite, qu'on est armé. Après avoir vu cela, j'ai commencé à rassembler toutes mes affaires. Pas en panique, la panique attire l'attention. Méthodiquement, mais vite. Trop vite. J'ai laissé des piquets de tente dans la terre. J'ai oublié ma gourde près du feu. Je marchais vers le retour dans l'heure qui suivait, suivant la rivière à contre-courant, utilisant l'eau comme guide car je ne trouvais plus mon sentier dans l'obscurité grandissante. Heureusement, j'ai pu rester sur le chemin, ou ce que je croyais être le chemin. Et je suis revenu à ma voiture après 4h30 de marche. 4h30 où chaque ombre était John. Chaque bruit de pas derrière moi était sa démarche silencieuse. Chaque lumière lointaine était sa lampe torche, éteinte d'un coup, me laissant dans le noir avec lui. Plus j'y pense maintenant, plus cette rencontre était terrifiante. Je suis presque sûr qu'il m'avait suivi jusqu'à mon campement, mais je ne sais pas pendant combien de temps ou s'il m'avait traqué tout le temps où j'étais là. Sa tentative de me faire sortir vers la rivière. En aval, il avait dit, là où personne ne nous entendrait, où personne ne trouverait quoi que ce soit, était presque sûrement une tentative de faire quelque chose d'affreux. Et je pense que si je n'étais pas parti quand je l'ai fait,
Il serait probablement revenu plus tard dans la nuit. Sans lampe torche cette fois. Sans sourire. Et je n'aurais jamais été revu. Ce qui rend cette histoire encore plus sinistre, c'est ce que j'ai découvert plus tard. Des mois après, lors d'une autre visite chez mes parents, j'ai croisé un garde forestier dans un café du village. On a parlé de la rivière, de la randonnée, de ces lieux que les touristes ne connaissent pas. Et j'ai mentionné John, sans détail, juste ce prénom, cette description vague. Le garde est devenu pâle. Il m'a dit qu'un homme correspondant à cette description avait été vu errant dans la région depuis des années. Pas des mois, des années. Des pêcheurs l'avaient aperçu au crépuscule, debout dans l'eau, immobile. Des campeurs avaient signalé des conversations étranges, des invitations à voir des choses secrètes. Plusieurs personnes avaient signalé une présence étrange près de cette rivière où j'avais campé. Death sensations to being watched, to being followed. Des objets qui disparaissaient des campements. Des pas dans la nuit. Bien que personne n'ait jamais porté plainte officiellement. Parce qu'il était poli, probablement. Parce qu'il souriait. Parce qu'il parlait de castors et de cascades secrètes. Parce que personne n'avait vu le pistolet, ou personne n'avait osé regarder assez longtemps. Parce qu'on ne veut pas croire que le danger porte un visage familier, un prénom commun, une voix chaleureuse. Parfois, la nuit, quand j'entends des pas dans la rue ou qu'un inconnu m'adresse la parole avec trop d'amabilité, je revois ses yeux. Ses yeux bleu pâle qui ne regardaient pas vraiment, mais enregistraient. Je me demande combien de personnes ont suivi John en aval de la rivière. Je me demande s'il y a d'autres cascades, d'autres secrets, d'autres endroits où la rivière emporte ce qu'on ne retrouve plus. Je ne retournerai jamais là-bas. Mais parfois, dans mes rêves, je suis toujours debout près de mon feu éteint, et je vois John s'éloigner vers la rivière, et je ne pars pas. Je reste. J'attends. Et dans ses rêves, il se retourne toujours, au dernier moment, et son sourire n'est plus une photographie. C'est une promesse. Moi et un de mes bons amis, que j'appellerai Jesse, partions en camping 1 ou 2 fois par an. Nous le faisions plus souvent quand nous étions colocataires à l'université, ces week-ends impromptus où nous chargeons la voiture le vendredi soir et disparaissions jusqu'au dimanche soir, sentant encore le fumet du feu de camp dans nos cheveux en rentrant en cours le lundi matin. Mais nous travaillons tous les deux à temps plein maintenant, lui dans l'informatique, moi dans le marketing, et ces week-ends sont devenus des événements planifiés des mois à l'avance, des bulles de liberté dans nos calendriers surchargés. Jesse était celui qui m'avait vraiment initié au camping, l'ayant pratiqué toute sa vie. Son père l'emmenait dans les Adirondacks chaque été depuis qu'il avait 6 ans. Il connaissait les nœuds, les feux, la navigation sans GPS. Il pouvait lire un ciel comme un livre ouvert, prévoir la pluie 3 heures avant qu'elle ne tombe, juste en sentant l'air. Je n'étais même jamais allé camper une seule fois avant de le rencontrer. Je lui devais ça, ces moments de pure présence, loin de tout écran, de toute notification, de toute obligation. Cela s'est passé il y a 2 ans lors d'un de nos voyages de camping annuels que nous faisions en été. Pour préciser, nous n'allions pas très loin. Nous suivions essentiellement un sentier pendant peut-être 2 heures, puis installions nos tentes et tout le reste. Le but était de camper, pas de randonnée, et cela durait généralement 4 à 5 jours. De la braille de compresión. Du temps qui s'étire et se distend comme de la pâte à pain. Quand nous sommes arrivés à un bon endroit, une clairière naturelle près d'un ruisseau que Jesse connaissait depuis l'enfance, où l'eau formait des bassins parfaits pour se rafraîchir. Jesse et moi avons tout installé et nous sommes détendus. Les 3 jours suivants se sont déroulés comme on pouvait s'y attendre. Nous étions assis autour du feu de camp, buvions quelques verres de ce whisky bon marché qu'il apportait toujours et parlions. De nos jobs, de nos ex, de ces grandes questions existentielles qui semblent avoir des réponses quand on les pose sous les étoiles. Nous faisions des promenades et jouions à des jeux de société aussi. Jesse était obsédé par les échecs, il apportait toujours un jeu de voyage en bois qu'il avait hérité de son grand-père. Mais pour résumer, nous nous détendions vraiment. C'était de toute façon le but de tout cela. Rien de plus, rien de moins. Juste l'existence réduite à sa plus simple expression. Manger, dormir, marcher, parler, regarder le feu. Le 4e jour, nous avons convenu de tout ranger et de rentrer le lendemain matin. Alors que le soleil commençait à se coucher, dorant la clairière d'une lumière qui semblait venir d'un autre temps, nous nous préparions à rallumer le feu de camp pour cette dernière soirée. Jesse a dit qu'il allait faire une courte promenade et ramasser des bâtons secs, pour le feu, mais aussi, je le savais, parce qu'il aimait ces moments de solitude dans les bois. Il m'a demandé de sortir la nourriture et de la préparer pour la cuisson. Des saucisses, des pommes de terre en papillotes, notre rituel du dernier soir. J'ai fait ce qu'il m'avait dit. J'ai sorti le couler, préparé les aliments, enveloppé les pommes de terre dans du papier aluminium. Mais alors que le soleil s'estompait, cette lumière orange qui devient rose, puis violette,
puis s'éteint d'un coup comme quelqu'un qui éteindrait un interrupteur. Jessie n'était toujours pas revenue. Cela faisait peut-être 30 minutes. Ce qui n'était pas longtemps pour une promenade de Jessie. Il pouvait marcher pendant des heures, absorbé par la forêt, revenant avec des histoires de chevreuils qu'il avait surpris, de champignons qu'il avait identifiés, de rochers qu'il avait escaladés. Mais c'était longtemps pour ramasser des bâtons. Même pour lui. Même quand il s'absorbait dans ses pensées. J'ai supposé qu'il devait vouloir dire qu'il faisait une promenade juste pour marcher et pas nécessairement pour les bâtons. C'était son droit. Nous partions le lendemain, il voulait peut-être savourer une dernière fois ces bois qu'il connaissait depuis toujours. J'ai attendu encore 30 minutes. Je me suis assis près du feu que j'avais allumé seul, cette fois, et j'ai bu mon whisky en regardant les flammes danser. Le soleil était maintenant complètement couché et il faisait vraiment noir. Pas la noirceur de la ville, tamisée par les lampadaires et les enseignes lumineuses. La noirceur totale, absolue, de la forêt sans lune. J'avais allumé notre grosse lampe à LED comme source de lumière. Celle qu'on utilisait pour cuisiner, pour jouer aux échecs, pour retrouver le chemin des toilettes nocturnes, mais je savais qu'elle tomberait en panne de pile si je la laissais allumer trop longtemps. Et je ne voulais pas être dans le noir. Pas ici. Pas sans Jessie. Je commençais à vraiment m'inquiéter pour Jessie. C'était lui qui avait de l'expérience dans tout, alors cela n'avait tout simplement pas de sens qu'il se perde comme ça. Il connaissait ces bois. Il avait campé ici avec son père, son frère, ses amis d'enfance. Il pouvait naviguer au jugé, retrouver son chemin dans le noir le plus complet. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose d'autre. J'ai jugé qu'il valait mieux au moins allumer le feu pour que, s'il était perdu, il puisse peut-être voir la flamme et retrouver son chemin. J'ai pris la lampe, ramassé une botte de bâton et allumé le feu avec des allumettes. Les flammes ont jailli, orange et jaune, projetant des ombres qui dansaient sur les troncs des arbres. J'ai crié son nom. Jesse. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mon nom a résonné dans le silence, puis s'est éteint, absorbé par la forêt comme une goutte d'eau dans un océan. Au bout de 2 heures, je perdais vraiment les pédales. Je ne savais pas quoi faire. J'essayais de décider entre partir le chercher, rentrer appeler à l'aide ou simplement rester sur place. Chaque scénario me passait par la tête, avec ses conséquences, ses risques, ses impossibilités. Et s'il s'était blessé et n'était pas loin, alors le chercher aurait du sens. Mais s'il était loin, alors moi aussi je me perdrais et cela ne ferait qu'aggraver les choses. Et s'il n'était pas blessé, s'il était autre chose, je repoussais cette pensée, mais elle revenait, insidieuse, comme le froid qui s'installe dans les os. 2h30 après avoir vu Jessie pour la dernière fois, et 2 heures après la tombée de la nuit, j'ai entendu un coup de feu. Il était lointain, quelque part dans la direction où Jessie était partie, mais pas assez loin pour être rassurant, pas assez proche pour être compréhensible. Ce bang sec qui déchire le silence de la forêt comme du papier. Ce qui m'a vraiment effrayé, c'est qu'aucun de nous n'avait apporté d'armes. Jessie détestait les armes à feu. Son père chassait, mais lui avait toujours refusé d'apprendre. Il disait que la forêt était un sanctuaire, pas un champ de tir. Alors qui? Quoi? Je me suis levé et ai arpenté le campement pendant 1 minute, le cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Puis j'ai saisi la lampe et je suis parti essayer de le trouver. Pas de choix. Plus de choix. Juste ce besoin viscéral de savoir, de trouver, de sauver. Il ne m'a pas fallu longtemps avant d'entendre des pas réguliers courant vers moi. Pas des pas de fuite désordonnés. Des pas frénétiques, oui, mais contrôlés. Ma main tremblait en tenant la lampe, mais la lumière n'atteignait que quelques mètres devant moi, ce cône jaunâtre qui semblait plus obscurcir qu'illuminer. J'ai vu une silhouette se rapprocher et je l'ai à peine reconnue comme étant Jessie. Mais ce n'était pas le Jessie que je connaissais. Ses yeux étaient écarquillés, le blanc visible tout autour de l'iris, ces iris que je connaissais bruns et chaleureux maintenant noirs dans l'obscurité. Il avait l'air horrifié, non, traumatisé. Comme s'il avait vu quelque chose que l'esprit humain n'est pas censé voir et rester intact. Je n'avais jamais vu l'expression de quelqu'un naître aussi visiblement effrayé auparavant. Pas dans les films, pas dans la vie réelle. C'était une peur qui avait effacé toute autre émotion, toute autre pensée. Juste la survie. Juste la fuite. Il m'a dit d'une voix aiguë et feutrée que nous devions partir tout de suite. Pas je me suis perdu, pas j'ai vu un ours, pas quelqu'un à tirer. Juste, on y va. Maintenant. Cette voix qui n'était pas la sienne, trop haute, trop serrée, comme un ressort sur le point de casser. Nous avons couru jusqu'au camp. Jessie ne regardait pas où il allait, il trébuchait, se relevait, courait encore. Il ne s'est pas arrêté pour prendre ses affaires. Il a juste attrapé son sac à dos, celui qui était près de l'entrée de sa tente, et il a tiré. Nous avons laissé le reste derrière. La tente. Le jeu d'échecs de son grand-père.
La nourriture. Les souvenirs de ces 4 jours. Je l'ai questionné pendant que nous courions, haletant, les poumons brûlants, mais il a refusé de répondre jusqu'à ce que nous sortions des bois. Quand la lumière de la lune a finalement percé à travers les arbres. Nous étions près de la route, je pouvais entendre le bruit lointain d'un moteur. Il s'est arrêté. Il s'est penché en avant, les mains sur les genoux, et il a essayé de respirer. Il a dit que quelqu'un d'autre était là et l'avait approché pendant sa promenade. Un homme, sorti de nulle part. Il l'avait tenu en joue, l'obligeant à se taire et à le suivre quelque part. Quelque part en profondeur, là où le ruisseau devient trop étroit pour les humains, là où les arbres forment un dôme impénétrable. Avant d'atteindre l'endroit où il l'emmenait, Jessie a hésité ici. Sa voix est devenue un murmure, il avait tenté de s'échapper. Et c'est alors que je l'avais trouvé en train de courir. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il s'est tu, comme si les mots s'étaient épuisés, comme si l'acte de raconter était aussi douloureux que l'événement lui-même. Mais ce n'est pas tout ce qu'il m'a jamais dit. C'est juste tout ce qu'il m'a dit ce soir-là, et dans les mois qui ont suivi. Chaque fois que je demande, et j'ai demandé, Dieu sait que j'ai demandé, je peux dire qu'il omet délibérément certains détails importants. Je le connais depuis 5 ans. Je sais quand il ment, quand il évite, quand il construit des murs avec ses silences. Il refuse toujours de partager ces détails. Ce qui s'est passé dans cet endroit où l'homme l'emmenait. Comment il s'est échappé exactement. Pourquoi l'homme ne l'a pas poursuivi plus loin. Pourquoi il n'a jamais voulu retourner là-bas, même avec la police, même pour récupérer nos affaires. Un détail qu'il omet spécifiquement est le coup de feu. Il n'en a jamais parlé. Pas une fois. Quand je l'ai mentionné, des semaines plus tard, dans un moment d'insouciance, ce coup de feu, ça m'a fait une peur bleue. Il m'a regardé avec cette même expression vide, terrifiée, et il a dit « Quel coup de feu ?» Personnellement, je sais que Jessie est un gars capable. Il fait du Krav Maga depuis l'université. Il est grand, solide, déterminé. Il ne serait pas exagéré de supposer qu'il a essayé de maîtriser l'homme qui le retenait. Peut-être a-t-il récupéré l'arme et fait ce qu'il devait faire pour s'échapper. Cela expliquerait l'état traumatisé de Jessie. Tuer quelqu'un, même en légitime défense, change un homme. Et pourquoi l'homme ne l'a pas poursuivi? Et pourquoi Jessie ne veut pas en parler? Pourquoi il ne veut pas que la police fouille la zone? Pourquoi il a insisté pour que nous partions immédiatement, sans attendre l'aube, sans appeler les secours? Mais il y a autre chose. Quelque chose qui ne colle pas avec cette version, aussi logique soit-elle. Ce qui rend cette histoire encore plus mystérieuse, c'est que lorsque nous sommes rentrés, quand nous avons finalement atteint ma voiture, quand nous avons roulé en silence pendant 2 heures jusqu'à chez lui, quand il est monté dans son appartement sans un mot d'adieu, j'ai remarqué que la montre de Jessie avait arrêté de fonctionner. Elle indiquait exactement 20h47, l'heure où j'avais entendu le coup de feu. La montre était cassée, il l'a dit. Elle était tombée. Mais quand je l'ai regardée de plus près, dans la lumière du tableau de bord, j'ai vu que le verre n'était pas fissuré. La couronne était en place. Juste arrêtée. Comme si le temps s'était figé pour elle à cet instant précis. Et il y avait autre chose. Sur son poignet gauche, sous la montre, il portait une empreinte rouge. Circulaire, profonde, comme s'il avait été attaché avec quelque chose de métallique qui avait brûlé sa peau. Pas des menottes. Trop large, trop irrégulier. Quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'ai jamais pu identifier, parce qu'il a retiré sa main vivement quand il a vu que je regardais, et il est parti sans répondre à mes questions. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas qui était cet homme, ni ce qu'il voulait, ni ce qui s'est réellement passé dans ces bois pendant ces 2 heures et demie. Mais depuis, Jessie n'a plus voulu aller camper. Honnêtement, moi non plus. Quand je ferme les yeux, je revois son visage dans la lumière de ma lampe. Ses yeux écarquillés. Cette peur qui n'avait pas de nom. Mais je souhaite juste pouvoir connaître la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Pas pour la raconter. Juste pour comprendre. Juste pour pouvoir dormir sans entendre ce coup de feu lointain, sans voir cette montre arrêtée, sans me demander ce que Jessie a vu dans cet endroit où les arbres forment un dôme, et pourquoi elle préfère porter cette marque rouge sur son poignet plutôt que de dire la vérité. Parfois, tard dans la nuit, je reçois des messages de lui. Juste des points de suspension. Rien d'autre. Quand je réponds, il ne répond pas. Ou il dit « Désolé, mauvais numéro ». Mais il sait que c'est mon numéro. Et je sais qu'il sait. La dernière fois que nous nous sommes vus, il y a 6 mois, il m'a regardé avec ses mêmes yeux écarquillés. Ces yeux qui n'ont jamais retrouvé leur couleur chaleureuse, et il a dit « Parfois, je l'entends encore ». Respirer. Je n'ai pas demandé qui. Je savais que je n'aurais pas de réponse. Ou que j'en aurais une que je ne voudrais pas entendre. Nous ne sommes plus vraiment amis, Jessie et moi. Pas de dispute, pas de drame.
Juste cette distance qui s'installe quand deux personnes partagent un secret que l'une refuse de nommer et que l'autre refuse d'oublier. Quand je passe devant son immeuble, je regarde parfois sa fenêtre. La lumière est souvent allumée tard dans la nuit. Et parfois, juste parfois, je vois une silhouette derrière le rideau. Deb out. Immobile. Regardant dehors. Comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas quoi. Mais je sais que je ne retournerai jamais dans ces bois. Et que si un jour Jessie décide de parler, je l'écouterai. Même si je ne veux pas entendre. Même si la vérité est pire que toutes les histoires que je me raconte la nuit, quand le vent souffle dans les arbres de ma rue et que je crois entendre des pas qui courent. Je possédais un camping-car que j'utilisais tout le temps pour camper dans les bois derrière ma maison. Ce n'était pas vraiment derrière. Il fallait rouler 3 km sur un chemin de terre, traverser un ruisseau qui devenait impraticable quand il pleuvait, et trouver cette clairière que seuls les locaux connaissaient. Mais c'était mon endroit, mon territoire. Ma bulle. C'était une vieille carcasse, un modèle des années 90 que j'avais récupéré pour 3 000 € sur le Bon Coin. La peinture écaillée, le moquette intérieur qui sentait le renfermé et l'essence, les fenêtres qui ne fermaient plus hermétiquement. Mais je ne faisais que le conduire à quelques kilomètres, puis je le garais et je passais quelques jours là-bas. Alors il n'avait pas besoin d'être spécial. Il avait juste besoin d'être mien. De me séparer du monde. Il y a environ 4 ans, j'ai emmené ce camping-car dans les bois pour un week-end de camping normal. Rien de prévu, rien d'exceptionnel. Juste ce besoin de disparaître pendant 48 heures. J'ai roulé sur le chemin de terre sur environ 1 kilomètre, les branches raclant les flancs du véhicule comme des doigts insistants, puis je me suis garé dans cette petite clairière entre tous les arbres. Mon endroit. Mon sanctuaire. J'ai installé le camp méthodiquement, comme je le faisais toujours. La table pliante devant la porte. Les 2 chaises de camping. Le foyer de pierre que j'avais construit au fil des années, ce cercle parfait où j'avais passé des centaines d'heures à regarder les flammes. J'ai fait un petit feu, pas trop grand, juste suffisant pour faire bouillir de l'eau et créer cette ambiance. J'ai sorti les chaises, puis je me suis installé et j'ai bu quelques verres de vin. Rouge, bon marché, parfait pour cette lumière dorée de fin d'après-midi. J'emmenais souvent des amis avec moi, mais ils n'étaient pas toujours capables de passer plusieurs jours dehors. Le confort leur manquait, les toilettes propres, la connexion Wi-Fi. Alors c'était souvent du temps que je passais avec moi-même. Et j'aimais ça. J'aimais cette solitude qui n'était pas de la solitude, mais de la présence à soi-même. Le bruit du feu, le cri parfois d'une chouette, le vent dans les feuilles de chêne. Alors que la nuit commençait à tomber, ce moment précis où le bleu du ciel devient noir sans passer par le violet, comme si quelqu'un éteignait progressivement la luminosité, j'ai remis du combustible dans le foyer. Des branches sèches, des copeaux de résineux que je gardais dans une boîte métallique. Juste après que le soleil se soit complètement couché, j'ai entendu quelque chose bouger à l'extérieur de mon camp. Ce n'était pas un animal. Je connaissais les animaux de ces bois. Je savais reconnaître le pas lourd d'un sanglier, le froissement rapide d'un renard, le craquement sourd d'un chevreuil qui broute. Non. Cela ressemblait à une personne marchant quelque part dans les arbres. Des pas réguliers, lourds, humains, qui s'approchaient, s'arrêtaient, reprenaient, qui faisaient le tour de ma clairière sans entrer dedans. J'ai regardé dans cette direction, mais je n'ai rien vu. Rien que l'obscurité dense entre les troncs, cette noirceur qui semble avoir une épaisseur, une texture. Cela a duré environ 20 minutes. 20 minutes où j'ai cessé de respirer, où mon cœur battait dans ma gorge, où j'ai regretté d'être venu seul. 20 minutes d'écoute intense, de ce jeu horrible où chaque silence est une menace et chaque bruit une confirmation. J'ai éteint le feu. Pas brusquement. Je ne voulais pas montrer ma peur, comme si l'obscurité pouvait être dupée. J'ai versé de l'eau sur les braises, écouté le sifflement, senti la fumée qui montait. Puis je suis entré dans le camping-car, verrouillant tout. La porte principale, la porte de côté, les fenêtres, même celles qui ne fermaient pas bien, je les ai bloquées avec des coins de bois. Je suis resté à l'intérieur pendant l'heure suivante, regardant par les fenêtres. La lune était levée maintenant, cette lune presque pleine qui transforme la forêt en paysage d'argent et d'encre. Je pouvais voir la clairière, les arbres, les ombres. Mais je n'ai jamais rien vu. Personne. Rien qui bougeait. Juste ce silence qui n'en était pas un, ce silence chargé, comme avant l'orage. De toutes les fois où j'étais venu dans les bois, des dizaines, peut-être des centaines de week-ends, je n'avais jamais eu quelqu'un qui traversait mon camp. Personne ne connaissait cet endroit. C'était un secret de famille, transmis de génération en génération, ce chemin qui n'existait sur aucune carte. Alors ce n'était pas une occurrence normale. C'était une violation.
Une intrusion dans mon espace sacré. Savoir aussi qu'ils erraient dans l'obscurité sans lampe de poche était encore moins normal. Personne ne se promène dans ces bois sans lumière. Les racines sont trop nombreuses, le terrain trop accidenté. Sauf si on connaît parfaitement le chemin. Sauf si on n'a pas besoin de voir pour se déplacer. Sauf si... Je repoussais cette pensée, mais elle revenait, insidieuse. J'ai vérifié 2 fois les serrures avant d'aller me coucher. Et, étrangement, heureusement, j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Le sommeil de l'épuisement, peut-être. Celui qui vous prend quand le corps décide que la peur est trop coûteuse en énergie. Je me suis réveillé avec le soleil, cette lumière blanche et rassurante qui efface les terreurs nocturnes comme une gomme sur du papier. Le matin, je me suis levé, j'ai fait du café sur le réchaud, mangé le petit déjeuner debout près de la fenêtre. J'ai passé quelques heures dans le camping-car, lisant, essayant de me convaincre que la nuit précédente était une hallucination. Un renard, un chevreuil. Mon imagination gonflée par le vin et la solitude. Mais je voulais faire une randonnée. J'avais prévu d'explorer le nouveau sentier que j'avais repéré la semaine précédente, celui qui montait vers la crête. Je n'étais pas très à l'aise avec l'idée de laisser mon camping-car là-bas en sachant que quelqu'un d'autre était ici. Si quelqu'un était vraiment ici, alors à la place, je suis allé faire une courte promenade. Juste autour de la clairière. Juste pour vérifier. Je suis allé là où j'avais entendu la personne la nuit précédente, cherchant des empreintes de chaussures pour confirmer que c'était bien une personne. J'ai trouvé quelque chose. Pas des empreintes. Le sol était trop couvert de feuilles, trop sec. Mais une cigarette écrasée. Encore chaude, encore fumante quand je l'ai ramassée. Quelqu'un avait été là. Quelqu'un fumait en me regardant, en m'écoutant, en attendant. De ma rapide recherche, je n'ai rien trouvé d'autre d'utile. Je ne sais pas si cela m'a rendu plus ou moins mal à l'aise. La confirmation que j'avais raison, ou l'absence de preuve de ce qui aurait pu se passer ensuite. Mais quand je suis revenu au camping-car, j'ai sorti mon pistolet. Un vieux revolver que mon père m'avait légué, que je n'avais jamais utilisé sauf pour tirer sur des cibles en carton. Je l'ai attaché à ma taille, sous ma chemise, juste pour être prudent. Juste pour sentir ce poids rassurant contre ma hanche. Quand c'est devenu la nuit à nouveau, j'ai rallumé le foyer. J'ai essayé de penser à autre chose. De me convaincre que j'étais en sécurité. Que personne ne reviendrait. Que c'était un promeneur égaré, un chasseur qui avait perdu son chemin, n'importe quoi sauf ce que mon instinct me hurlait. Je suis resté dehors pendant un moment, je dirais probablement 1 heure. J'ai été soulagé de n'avoir entendu personne. Juste les grillons, les chauves-souris qui chassaient, le ululement lointain d'une chouette effraie. J'ai bu une bière et écouté les sons apaisants de la forêt la nuit jusqu'à ce que j'aie sommeil. Cette fatigue douce, cette lourdeur des paupières qui signale que le corps est prêt à abandonner sa vigilance. Je me suis levé et je suis allé éteindre le feu quand j'ai vu une silhouette du coin de l'œil. Ma tête s'est rapidement tournée pour la regarder. Il se tenait entre les arbres, peut-être à 7 mètres de distance. Pas caché, pas furtif, juste debout, soufflant dans la faible lumière du foyer. Je voyais la fumée sortir de leur bouche ou de quelque chose, me regardant simplement. Immobile. Attentive. Je n'ai pas vu de visage. La lumière du feu ne portait pas si loin, et ils étaient de l'autre côté, dans l'ombre des grands chênes. Juste cette forme, cette posture, ces épaules qui semblaient trop larges ou trop étroites. Cette façon de tenir la tête, légèrement penchée, comme un chien qui écoute un son trop aigu. Seulement un moment s'est écoulé. Un moment qui a duré une éternité, où je n'ai pas respiré, où mon cœur s'est arrêté, où le monde s'est rétréci à cette silhouette et à moi. Puis ils se sont retournés et s'éloignés, quittant la lumière du foyer d'un pas qui n'était ni rapide ni lent. Juste, délibéré, comme s'ils avaient vu ce qu'ils venaient voir. Comme s'ils avaient terminé. J'ai vraiment eu la chair de poule. Pas cette chair de poule des histoires d'horreur, des films d'angoisse. La braille. Celle qui vous parcourt le dos comme des doigts glacés, qui vous fait frissonner malgré la chaleur du feu, qui vous rappelle que vous êtes un mammifère primitif face à un prédateur que vous ne comprenez pas. Ne plus entendre de pas ou de mouvement ne m'a rendu que plus paranoïaque sur où il pouvait être. Il s'était arrêté, il regardait encore, il faisait le tour. J'ai ramassé tout ce que j'avais dehors, la table, les chaises, la glacière, et je l'ai mis dans le camping-car en 2 voyages, le pistolet sorti, braqué vers l'obscurité entre chaque aller-retour. Puis j'ai éteint le feu et je me suis enfermé à l'intérieur à nouveau. J'ai vérifié les serrures. 2 fois, 3 fois. J'ai tiré les rideaux. Ces rideaux minables qui ne masquaient pas grand-chose. Je pensais même à tout ranger et rentrer chez moi le matin. Parce que ce n'allait plus être un moment agréable. Qui que soit là-bas. Et j'avais maintenant la certitude que c'était un qui, pas un quoi.
était maintenant passé près de mon camping-car 2 fois. 2 nuits consécutives. Et aucune des 2 fois, il n'avait dit quoi que ce soit ou ne s'était présenté. Juste cette observation, cette présence, cette menace silencieuse. Je suis resté en surveillance pendant quelques heures, vérifiant les fenêtres plusieurs fois et écoutant attentivement. Rien. Le silence de la forêt profonde, ce silence qui n'est pas vide mais plein de ceux qui n'osent pas bouger. J'ai fini par somnoler dans ma chaise, le pistolet sur les genoux, la tête contre le mur du camping-car. C'est pendant la 3e heure, alors que je somnolais dans cette demi-conscience où les rêves et la réalité se mélangent, que j'ai entendu des pas s'approcher du camping-car. Des pas rapides, Decides. allant directement à la porte. Je me suis figé. Le pistolet glissait de mes genoux, heurtant le sol avec un bruit sourd qui m'a semblé assourdissant. Je suis resté silencieux, serrant l'arme, espérant qu'il ne fasse rien. Qu'il s'en aille. Qu'il me laisse. Il y a eu quelques secondes étranges où il ne faisait aucun bruit. Mais je les sentais. De l'autre côté de la porte mince, de ce panneau de métal et de contreplaqué qui semblait soudainement ridiculement fragile. Je les entendais respirer. Où était-ce moi? Je sentais leur présence, cette pression contre la porte, comme s'ils appuyaient leur front contre le métal, comme s'ils écoutaient mon cœur battre. Puis ils ont lentement fait le tour du camping-car. Je les ai suivis du regard, du son, de cette intuition animale qui sait où se trouve le danger. Les pas étaient maintenant différents, plus lourds, plus proches, comme s'ils touchaient les parois en passant, laissant une trace, marquant leur territoire. Puis ils sont rapidement partis en courant. Un sprint soudain, des pas qui s'éloignaient dans la nuit, qui disparaissaient dans la forêt comme s'ils avaient été rappelés, ou comme s'ils avaient terminé ce qu'ils venaient faire. Je suis resté éveillé jusqu'à ce que le soleil se lève. Pas un instant de sommeil. Juste cette vigilance aiguë, ce corps tendu comme un arc, prêt à réagir. Et dès qu'il faisait assez clair pour conduire, cette lumière grise de l'aube qui n'est ni nuit ni jour, j'ai préparé le camping-car et je suis rentré chez moi. J'ai laissé le feu de pierre, mes chaises, ma glacière presque vide. J'ai juste pris mes affaires personnelles, mon pistolet, et je suis parti. Les pneus crissant sur le chemin de terre comme un cri de délivrance. Qui que soit là-bas devait avoir de sombres projets pour venir comme ça à mon camping-car au milieu de la nuit. Pour m'observer. Pour toucher ma porte. Pour faire le tour de mon refuge comme un prédateur qui teste les défenses de sa proie. Je savais que si je restais, cela aurait probablement très mal fini pour l'un de nous. Et je n'allais pas prendre le risque que ce soit moi. Ce qui rend cette histoire encore plus terrifiante, c'est ce que j'ai découvert lorsque je suis rentré chez moi. Je n'avais pas fait attention en partant. J'étais trop pressé, trop paniqué. Mais quand j'ai ouvert la porte du camping-car dans mon jardin, quand la lumière du jour a inondé l'intérieur, j'ai vu que quelqu'un avait fouillé pendant que j'étais dehors la première nuit. Ou la deuxième. Ou les deux. Les tiroirs étaient ouverts. Pas grand ouverts. Juste entr'ouverts, comme si quelqu'un avait voulu être discret. Mon sac de voyage avait été retourné, le contenu mélangé, mais remis approximativement en place. La boîte à pharmacie était ouverte, les flacons inspectés. Même le compartiment secret sous le plancher, celui où je gardais des documents importants que personne ne connaissait sauf moi, avait été découvert. La trappe était fermée, mais pas verrouillée comme je l'avais laissée. Et sur le tableau de bord, maintenu par le pare-soleil, il y avait une photo. Une photo de moi dormant, prise de l'extérieur, à travers la fenêtre de côté, celle qui ne fermait pas hermétiquement. On voyait le rideau entrouvert, la faille de lumière, et moi, allongé sur le lit de camp, les yeux fermés, la bouche entrouverte. Vulnerable. Sans défense. Indormi. Au dos, un message écrit à la main. Une écriture soignée, presque calligraphique, qui contrastait avec l'horreur du contenu. À la prochaine fois. Je ne sais pas quand ils l'ont prise. La première nuit, quand j'ai dormi malgré ma peur. La deuxième, quand j'ai somnolé dans ma chaise. Je ne sais pas comment ils ont fait entrer l'appareil, ou le téléphone, entre les branches, à travers la fenêtre entr'ouverte, sans que je ne les entende. Sans que je ne réagisse. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés là, de l'autre côté de cette mince paroi, à me regarder respirer. J'ai vendu le camping-car le mois suivant, à un jeune couple plein d'enthousiasme, qui voulait vivre l'aventure. Je ne leur ai pas dit. Je n'ai pas pu. Comment expliquer? Comment décrire cette sensation d'être visité, d'être choisi, sans passer pour un fou? J'ai juste baissé le prix, beaucoup trop bas, et je les ai regardés partir avec mon ancienne vie, espérant que l'endroit les laisserait tranquilles. Mais parfois, la nuit, quand j'entends des bruits dans la rue, quand une ombre passe devant ma fenêtre, quand le vent fait claquer une branche contre le mur, je repense à cette photo. À moi, dormant, ignorant que quelqu'un me regardait. À ce message.
À la prochaine fois. Je ne suis jamais retourné dans ces bois. J'ai déménagé l'année dernière, à l'autre bout de la ville. Mais je sais, je sens que quelque part, dans cette forêt, quelqu'un attend encore. Quelqu'un qui connaît les chemins que personne ne connaît. Quelqu'un qui fume des cigarettes en regardant les étrangers s'installer. Quelqu'un qui aime les photos. Quelqu'un qui a toute la patience du monde. Et qui sait où j'habite maintenant? J'étais sur un sentier de camping dans les Appalaches du Nord, il y a 5 ans maintenant je crois. Le temps joue des tours avec ses souvenirs, les dilate ou les comprime selon l'humeur, mais celui-là reste étrangement net. Comme une photographie trop contrastée, où chaque ombre est trop noire et chaque lumière trop blanche. Ce n'était rien de spécial, juste un nouveau sentier que je suivais. J'avais fait de nombreux sentiers dans cette chaîne de montagnes auparavant. Le Long Trail, le Appalachian Trail sur quelques sections, des sentiers de randonnée locale que seuls les vieux du coin connaissaient. J'étais confiant pour camper et les randonner. Peut-être trop confiant. La confiance des gens qui croient que l'expérience est un bouclier. Basé sur mes recherches préalables, des forums de randonneurs, des cartes topographiques vieillissantes, des récits de blogueurs aventureux, j'avais prévu d'être sur le sentier pendant 3 jours, campant les 2 nuits. Une boucle, théoriquement. Entrer par le col nord, sortir par la vallée et suivre le cours d'un ruisseau qui, selon les cartes, devait être traversable en cette saison. La première portion était un chemin assez battu, celui qu'empruntaient les chasseurs en automne et les cueilleurs de champignons au printemps. Des marques de pas dans la boue, des rubans de signalisation temporaire accrochés aux branches, ces signes rassurants de présence humaine. Mais plus je m'enfonçais, moins le chemin était apparent. Les rubans disparaissaient. Les traces de pas se faisaient rares, puis uniques. Les miennes, réalisais-je avec un frisson retardé. Je n'étais pas le premier à passer ici, mais j'étais le premier depuis longtemps. J'ai continué jusqu'à ce que quelque chose attire mon attention et que je commence à me demander si j'étais encore sur le bon chemin. Un rocher qui ne correspondait pas à la description. Un ruisseau qui coulait dans la mauvaise direction. La végétation qui devenait trop dense, trop sauvage, comme si la forêt avait décidé de reprendre ce qui était à elle. J'ai vérifié ma boussole de cartographie ainsi que quelques notes directionnelles que j'avais prises sur mon téléphone quand je faisais mes recherches. Après avoir regardé, j'étais sûr à 90% que j'étais sur un chemin différent. Cependant, la carte ne montrait aucun chemin alternatif sur l'itinéraire, alors j'étais vraiment incertain de où j'étais. Perdu, mais pas assez pour paniquer. Pas encore. Je me suis retourné et j'ai suivi le chemin pour essayer de retrouver le bon sentier, mais il commençait à faire nuit. Cette nuit des montagnes qui tombent d'un coup, sans crépuscule, comme si quelqu'un éteignait la lumière d'un seul geste. J'avais peur de m'aventurer et de me perdre encore plus, alors j'ai installé le camp où j'étais. Une petite clairière naturelle, à flanc de colline, protégée du vent par un surplomb rocheux. Je ne me suis pas donné la peine de faire une installation complète. Pas de feu. Trop fatigué. Trop inquiet de donner ma position si j'étais vraiment perdu. J'ai juste posé ma tente et c'était à peu près tout. Le sac de couchage, le matelas gonflable, la lampe frontale posée à côté de moi comme une amulette. Je me suis blotti dans mon sac de couchage et je me suis endormi rapidement, épuisé par l'angoisse de l'orientation perdue, par ces heures de marche dans l'incertitude. Quelques heures dans la nuit, je me suis réveillé. Autant que je sache, c'était pour aucune autre raison que d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Cette pression de la vessie qui devient insoutenable au milieu de la nuit. Mais quand j'ai dézippé la tente et suis sorti vers les arbres, le froid de la montagne m'a frappé le visage comme une gifle. Et j'ai remarqué une lueur au loin. Une lueur vacillante incontestable d'un feu de camp. Elle venait de la vallée, en contrebas. Pas loin, peut-être 500 mètres, peut-être moins dans cette nuit sans brume. Une lumière orange qui dansait entre les troncs des arbres, qui projetait des ombres mouvantes sur le rideau de la forêt. Ma première pensée fut que peut-être quelqu'un avait suivi le mauvais chemin par coïncidence aussi, un autre randonneur égaré comme moi. Mais en y réfléchissant, j'ai réalisé que les chances étaient extrêmement faibles. Ce sentier n'existait pas sur les cartes. Personne ne venait ici. C'était aussi environ 2 heures du matin, alors avoir un feu allumé au milieu de la nuit comme ça était très inhabituel. Les campeurs expérimentés éteignent leur feu pour dormir. Les feux de nuit sont pour les gardes, les chasseurs nocturnes, les gens qui attendent quelque chose. Ou quelqu'un. Je savais que je ne pourrais pas dormir en sachant que quelqu'un était à proximité. La peur de l'inconnu est plus forte que la fatigue. Je ne me sentirais pas en sécurité à moins de savoir que c'était juste d'autres campeurs, des gens normaux. Pas autre chose. Ma grande idée, cette idée qui me semblait brillante dans mon état de semi-sommeil, était d'allumer un feu moi-même, montrant avec un peu de chance que j'étais à proximité s'ils ne le savaient pas déjà, et s'ils planifiaient quelque chose, cela leur montrerait que j'étais éveillé et conscient, que je n'étais pas une proie endormie.
J'ai fait une flamme assez grande pour qu'il la voie. Pas un brasier. Je ne voulais pas provoquer. Juste assez pour être visible, pour dire « Je suis là. Je sais que vous êtes là. Je veille. » Seulement 1 minute ou 2 plus tard, ils ont éteint leur feu. Pas graduellement. D'un coup. Comme si quelqu'un avait versé de l'eau, ou comme si le feu n'avait jamais existé. 1 minute, la lueur orange dansait dans la vallée. La minute suivante, rien que l'obscurité totale. Le silence absolu. Mon visage est devenu engourdi. Ce n'était pas le froid. C'était cette réalisation soudaine, viscérale, que je venais de commettre une erreur. Une erreur terrible. En révélant ma position, je ne m'étais pas mis en sécurité. Je m'étais exposé. J'avais allumé un phare dans l'obscurité, et quelqu'un, quelque chose, avait répondu en s'éteignant. Endevenant invisible. En me laissant seul avec ma peur. J'ai attendu la nuit, vérifiant fréquemment tout signe de qui que soit là-bas. Chaque bruit de la forêt était un pas. Chaque craquement de branches était une approche. Chaque silence était une attente. Mais il n'y a eu rien d'autre. Juste cette nuit interminable, où le temps s'étirait et se contractait selon les battements de mon cœur. Le matin, j'ai roulé ma tente et préparé mon équipement avec des doigts qui tremblaient. Je voulais partir. Trouver le bon sentier. Sortir de ces bois qui soudainement ne me semblaient plus familiers, plus accueillants. Mais ma curiosité a eu le meilleur de moi. S'ils étaient juste des campeurs, peut-être qu'ils connaîtraient aussi le chemin du retour. Peut-être qu'ils avaient une carte meilleure que la mienne. Peut-être que ma peur de la nuit était irrationnelle, exagérée, le fruit de l'isolement et de la fatigue. J'avais mon pistolet dans un étui sur ma poitrine. Cette habitude que j'avais prise après une rencontre avec un ours noir quelques années plus tôt, juste au cas où. Et je me suis approché du site. Il était vide. Pas de tente. Pas de sac. Pas de signe de campement récent. Mais il y avait des signes clairs d'un feu. Un cercle de pierres soigneusement disposées, trop régulier pour être naturel. Des cendres encore chaudes quand j'y ai touché. Des empreintes de chaussures partout. Plusieurs paires, plusieurs tailles, entremêlées comme si plusieurs personnes avaient dansé autour du feu. Ou s'étaient battues. Et non loin, dissimulée par un rideau de jeunes sapins, une petite cabane. Ou peut-être une cabane. Pas quelque chose de temporaire. Une structure permanente, en rondin grisâtre, avec un toit de bardeaux qui s'affaissait sur le côté. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Quelque chose qui n'était sur aucune carte, dans aucun registre, dans aucune mémoire locale que j'avais pu consulter. Je me suis approché avec prudence, le pistolet sorti maintenant, la sécurité enlevée. J'ai regardé à l'intérieur par la porte ouverte. Pas de porte, juste un cadre vide comme une bouche béante. L'endroit était vieux et sentait le moisi, cette odeur de pourriture douce et de champignons qui grandissent dans le noir. Mais à l'intérieur, il y avait des tonnes d'équipements de camping. Des tentes. Des dizaines de tentes, de toutes les marques, de toutes les tailles. Certaines encore dans leur emballage, d'autres dépliées et repliées négligemment. Des bâtons de randonnée alignés comme des fusils dans un arsenal. Des sacs à dos empilés jusqu'au plafond incliné. Des sacs de couchage. Des réchauds. Des lampes. Des GPS. Des radios. Tout ce qu'un campeur ou un randonneur aurait besoin. De l'équipement cher aussi. Pas juste des trucs bon marché. Des marques que je reconnaissais, que j'enviais parfois dans les magazines spécialisés. Cependant, c'était empilé d'une manière qui ne semblait pas venir d'une seule personne ou même d'une seule période. Certains de ces objets étaient neufs, avec des étiquettes de prix encore attachées. D'autres étaient plus anciens, couverts de poussière, de moisissures, de cette patine du temps qui ne trompe pas. Certains semblaient dater des années 80, avec ses couleurs criardes, ses matériaux synthétiques d'une époque révolue. D'autres étaient récents, high-tech, ultra légers. Et il y avait autre chose. Des vêtements, des chaussures, des casquettes, des montres, des objets personnels qui ne se vendent pas, qu'on ne jette pas, qu'on garde précieusement. Des objets qui appartiennent à des gens qui étaient ou maintenant. Je me suis retourné et j'ai commencé à revenir rapidement. Pas en courant, courir attire l'attention, dit-on. Mais vite, très vite. Le pistolet tremblant dans ma main, la respiration courte, le cœur qui cognait contre mes côtes. Je ne regardais pas en arrière. Je ne voulais pas voir si quelqu'un me suivait. Si quelque chose sortait de cette cabane. Si les ombres entre les arbres bougeaient différemment. Par miracle ou par instinct, ou parce que la peur aiguise les sens, je suis tombé sur un rocher que je me souvenais avoir dépassé en montant. Un bloc de granit couvert de lichen orange, impossible à confondre. De là, j'ai trouvé mon chemin jusqu'au bon sentier. Je l'ai pris pour revenir par où j'étais venu et je suis sorti le plus vite possible.
4 heures de marche forcée, sans pause, sans eau, sans regarder derrière moi. J'ai prévenu la police juste au cas où. Le shérif du comté, un homme grand et silencieux qui m'a écouté sans interruption, prenant des notes dans un carnet usé. Mais rien n'en est ressorti. Je ne pense pas qu'ils aient jamais fouillé la zone. Trop éloigné, trop difficile d'accès, trop peu de preuves concrètes. Juste le récit d'un randonneur épuisé, peut-être hallucinant après une nuit sans sommeil. Mais je pense que qui que soit là-bas volait l'équipement de camping des gens en les faisant sortir du sentier principal. Je ne sais pas comment ils le faisaient. Des panneaux falsifiés, des balises déplacées, cette intuition malveillante de ceux qui connaissent trop bien le terrain. Je ne sais pas si qui que soit qui en a été victime a pu s'en sortir. Si ces tentes empilées appartenaient à des gens qui avaient fui ou à des gens qui n'avaient plus besoin de leurs affaires. Mais je pense que j'étais extrêmement proche de le découvrir par moi-même. Cette nuit, quand j'ai allumé mon feu, quand ils ont éteint le leur, quand je suis descendu le lendemain, curieux, imprudent, confiant dans ma bonne étoile. Si je m'étais approché plus tôt, si je n'avais pas eu mon pistolet, si j'avais crié pour signaler ma présence, je ne serais probablement pas en train d'écrire ceci. Ce qui rend cette histoire encore plus mystérieuse, c'est ce que m'a dit le shérif quand j'ai décrit la cabane. Il m'a regardé avec une expression étrange. Pas du scepticisme, mais quelque chose de plus profond. De la reconnaissance, peut-être. Ou de la peur refoulée. Il m'a informé qu'aucune structure permanente n'avait été autorisée dans cette zone protégée depuis des décennies. Que la forêt était sous statut de préservation intégrale. Que construire une cabane là-bas était techniquement impossible. Les matériaux ne pouvaient pas être transportés sans être remarqués, sans laisser de traces, sans des permis qui n'avaient jamais été demandés. Et puis, à voix basse, presque pour lui-même, il a ajouté que plusieurs randonneurs avaient signalé voir des lumières étranges et entendre des bruits de pas dans cette zone exacte. Des rapports sporadiques, sur plusieurs années. Des gens comme moi, perdus, qui avaient vu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Mais personne n'avait jamais trouvé de preuves concrètes. Pas de cabane, pas d'équipement, pas de rien. Juste des histoires qui ressemblaient à des hallucinations, à des rêves de montagne, à ces mirages que la fatigue et l'altitude créent dans l'esprit. Je ne suis jamais retourné dans les Appalaches du Nord. J'ai vendu mon équipement de camping, la plupart du temps. Je dors mal, encore maintenant, 5 ans plus tard. Et parfois, quand je vois une annonce pour un équipement de randonnée d'occasion, une tente de bonne marque à prix suspect, un sac à dos presque neuf vendu par un vendeur anonyme, je me demande d'où ça vient, qui ça appartenait. Si quelque part, dans une cabane que personne ne trouve, il y a une pile qui grandit encore. Des tentes, des sacs, des montres arrêtées, des objets de gens qui sont partis pour une randonnée et qui n'ont jamais fait le chemin inverse. Et je me demande si, une nuit, quelqu'un allumera un feu dans ma direction. Si répondrai. Si je tomberai dans le même piège que celui que j'ai évité de justesse. La curiosité est un moteur puissant, mais c'est aussi une faiblesse. Et dans ces bois, je l'ai appris, il y a des gens, ou des choses, qui connaissent nos faiblesses mieux que nous-mêmes. Tous les ans, quand j'étais enfant, ma famille partait en de grands voyages de camping. C'était l'événement de l'été, celui que j'attendais avec une impatience qui me rendait insupportable pendant les semaines qui précédaient. Nous vivions en Arizona où il n'y a pratiquement rien, du moins pour un enfant avide de verdure, et nous campions dans l'État de Washington. Voir des arbres et de l'herbe était ma partie préférée. Cette explosion de vert qui me semblait magique, irréelle, après des mois de paysages ocre et de ciel sans nuages. Mais je voyais aussi tous mes cousins. Et même si nous ne nous voyions que quelques fois par an, nous étions très proches. Ces liens de famille qui se tissent dans l'enfance et résistent à l'éloignement, aux années, au silence. Mon cousin préféré, qui était plus comme un frère pour moi, s'appelait Louis. Il avait 1 an de plus que moi, 7 ans contre mes 6, et nous étions inséparables quand nous étions ensemble. On nous appelait les jumeaux, parce qu'on avait la même couleur de cheveux, la même façon de rire, cette complicité qui ne se décrète pas. À cause de ce qui s'est passé, nous sommes devenus encore plus proches après ce voyage de camping. Ce lien du secret partagé, de la peur commune, de ce que nous avons compris ensemble sans jamais vraiment le dire. Je pense qu'il nous a fallu un moment à tous les deux pour comprendre ce qui s'était vraiment passé et ce qui aurait pu nous arriver. Des années. Nous en avons parlé pour la première fois quand nous avions 15 ans, dans le garage de sa maison, à chuchoter comme si les mots eux-mêmes étaient dangereux. C'est seulement à l'âge adulte que nous avons mesuré l'ampleur de ce qui nous avait frôlés. Cela a commencé quand nous étions là depuis 2 jours déjà. La plupart de notre famille était soit au lac. C'est au glacial des montagnes où les adultes faisaient semblant de ne pas avoir froid pendant que les enfants tremblaient sur la berge. Soit autour du feu de camp en train de parler de choses que nous trouvions ennuyeuses. Impôts, travail,
Ces adultes qui oubliaient comment s'amuser. Louis n'aimait pas nager. Il avait failli se noyer quand il avait 4 ans, une histoire que sa mère racontait souvent avec des frissons théâtraux. Alors nous avons décidé de jouer dans les bois à la place. C'était notre territoire, notre royaume. Nous connaissions les règles. Rester à portée de voix du camp, ne pas manger de bail, revenir si nous entendions quelqu'un crier nos noms. Nous jouions à une version du chat appelée bandit. Nous changions pour être le policier et poursuivions l'autre qui était le bandit jusqu'à ce que nous l'attrapions. C'était plus excitant que le chat ordinaire parce qu'il y avait des rôles, des histoires. Cette narration que les enfants inventent naturellement. Le bandit volait un trésor imaginaire. Le policier devait le récupérer. Nous jouions pendant des heures, oubliant le temps, oubliant les limites, oubliant tout sauf la course, la cachette, la découverte. Mais dans les bois, il est facile de continuer à courir sans savoir où vous allez. La forêt dévore les repères. Un arbre ressemble à un autre arbre. Une clairière semble identique à la précédente. Nous faisions de notre mieux pour rester à portée de vue du camp, ou du moins nous le croyions. Mais quand Louis a commencé à me poursuivre avec un gros bâton, un bâton de marche qu'il avait trouvé et qui devenait son fusil de policier, je suppose que mon adrénaline a pris le relais à une vitesse folle. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Le temps des enfants n'est pas le temps des adultes. Cela aurait pu être 5 minutes ou une demi-heure. Je courais en regardant par-dessus mon épaule, en riant, en haletant, en sentant mes poumons brûler et mes jambes devenir lourdes. Et finalement, je me suis retrouvé devant une vieille caravane. Elle était là, dans une petite clairière que je n'avais jamais vue, même si je croyais connaître ces bois. Une caravane des années 60, peut-être avec cette forme arrondie caractéristique, cette couleur jaune pâle qui avait viré au beige sale avec le temps. Les roues étaient crevées, enfoncées dans la terre moussue. Les fenêtres étaient opaques de crasse et de mousse. Des lianes grimpaient sur ses flancs comme des doigts qui lancèrent. Louis n'était pas loin derrière, mais je me souviens qu'il a jeté le bâton. Son attention se portait maintenant sur ce que nous supposions tous les deux être une caravane abandonnée. Nous avons discuté de l'explorer davantage, chuchotant comme des conspirateurs. L'intérieur devait être plein de trésors, nous disions-nous. De vieux magazines, de jouets oubliés. De misteres. Je ne suis pas vraiment sûr pourquoi, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Quelque chose, cet instinct que les enfants ont parfois, avant que l'adulte ne leur apprenne à l'ignorer, nous a retenus. Peut-être était-ce l'odeur qui flottait maintenant que nous étions immobiles. Une odeur douceâtre, sucrée, comme du fruit pourri. Ou peut-être le silence trop complet autour de la caravane. Cette absence de bruit d'animaux, de vent dans les feuilles, de vie. Nous avons commencé à marcher en arrière, mais nous ne savions pas vraiment où nous allions. Probablement environ 10 minutes après le début de notre marche. 10 minutes de silence inquiet, de regard derrière nous, de cette peur diffuse que nous ne pouvions nommer. Nous avons vu un couple venant vers nous en poussant un caddie plein de choses. Ils étaient là, sur le chemin, comme s'ils nous attendaient. Comme s'ils savaient que nous viendrions par là. La femme s'est approchée de nous et était vraiment gentille. C'est le mot qui me vient encore, gentille. Son sourire était large, chaleureux, celui des adultes qui savent parler aux enfants. Elle portait une robe d'été à fleurs, un peu passée mais propre. Ses cheveux gris étaient attachés en chignon. Elle avait l'air de ces grand-mères bienveillantes qu'on voit dans les publicités pour des gâteaux. Tandis que l'homme restait en arrière. Je me souviens de lui comme d'une ombre. Grand, maigre, vêtu d'une chemise à carreaux et d'un pantalon de travail. Il ne souriait pas. Il ne parlait pas. Il regardait le caddie, ou le sol, ou nous, mais quand ses yeux se posaient sur nous, je sentais quelque chose de froid me traverser. Elle a demandé si nous étions perdus. Avec qui nous étions. Nos noms et âges. Ces questions qui semblent innocentes, normales, de la part d'un adulte inquiet. Et je me souviens que quand nous lui avons dit quel âge nous avions, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans. Elle a regardé l'homme, puis nous à nouveau. Ce regard qui durait une seconde de trop. Ce regard qui échangeait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Elle nous a dit que nous n'avions pas à avoir peur, qu'elle nous aiderait à retrouver le chemin de la maison. Sa voix était douce, mielleuse, cette douceur qui colle aux doigts comme du sirop. Après avoir déposé leurs affaires à leur campement, elle a précisé qu'ils campaient pas loin, dans une clairière qu'ils connaissaient bien. Elle a dit que nous pourrions aussi faire des s'mores si nous voulions. Des marshmallows grillés, du chocolat, des biscuits. Le rêve de tout enfant. Louis et moi hésitions. Nous regardions l'homme qui ne disait rien, qui ne souriait pas, qui semblait attendre. Mais elle semblait vraiment gentille. Et il faisait encore jour, alors pour une raison quelconque, cela rendait tout beaucoup moins suspect dans mon cerveau de 7 ans. Les méchants ne font des choses que la nuit, alors nous étions en sécurité. Cette logique enfantine qui nous sauve parfois, et parfois nous perd. Nous avons marché avec eux pendant un moment, les suivant jusqu'à leur camp.
Pendant qu'elle et Louise parlaient, elle posait des questions sur notre famille, sur notre voyage, sur nos jeux préférés. J'ai jeté un coup d'œil au caddie. Il était rempli d'un tas de choses métalliques rouillées et de ce qui semblait n'être rien de neuf. Des boîtes de conserve vides, des ustensiles tordus, des morceaux de cuivre, d'aluminium, de fer. Rien n'était dans des sacs. Tout ressemblait juste à des ordures qu'ils avaient trouvées quelque part. Ou collectées, ou prises. J'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise. Et je pouvais dire que Louis aussi. Chaque fois que je regardais l'homme, il ne souriait jamais et parfois il me fixait avec un regard vide. Pas menaçant. Peer. Absent. Comme si nous n'étions pas là. Comme si nous étions déjà ailleurs. Cela fait 18 ans et je me souviens encore de l'air effrayant qu'il avait. Ce non-regard qui en disait plus que n'importe quelle grimace. Nous avons marché un peu plus loin jusqu'à ce que la caravane revienne en vue. Notre caravane. Celle que nous avions décidé de ne pas explorer. Et la femme a saisi les mains de Louis et les miennes. Ses mains étaient froides malgré la chaleur de l'été. Elle a demandé si nous étions excités pour les s'mores, sa voix toujours aussi douce, mais sa prise serrant nos poignets avec une force que je n'attendais pas. Soudainement, j'ai entendu le nom de Louis s'être appelé. Puis le mien. Des voix lointaines, des voix familières, des voix qui nous ramenaient au monde. Nous nous sommes tous arrêtés une seconde et la femme a serré ma main un peu plus fort. Je sentais ses ongles dans ma paume. Elle a demandé quelque chose à l'homme du genre de ce qu'il devrait faire. Pas paniqué, pas inquiète. Juste, pratique. Comme si elle évaluait une situation. Comme si elle avait un plan B. Il a répondu, mais je ne me souviens pas de ce qu'il a dit. Sa voix était basse, rauque, avec un accent que je ne pouvais pas identifier. Quelque chose qui ne collait pas avec l'apparence de la femme, avec leur histoire de campeur, avec cette image de grands-parents bienveillants qu'elle projetait. La femme a commencé à nous tourner vers la caravane, tout en nous tenant de plus en plus fort. Elle a commencé à accélérer aussi, passant à une sorte de marche rapide qui nous faisait trébucher. Nous devions courir presque pour suivre son rythme. Elle parlait toujours, sa voix devenue plus aiguë, plus insistante. « Allez, les garçons, les s'mores vous attendent. Vos parents ne vont pas s'inquiéter. On va leur dire que vous étiez avec nous. » J'ai regardé en arrière, ce mouvement désespéré des enfants qui cherchent du secours, et j'ai vu ma sœur à travers les arbres. Sarah. 12 ans, grande, autoritaire, notre gardienne autoproclamée quand les adultes n'étaient pas là. Elle courait vers nous, son visage rouge d'effort et de peur. Sans hésitation, j'ai crié son nom. Ce cri qui sort de la gorge des enfants, aigu, déchirant, celui qu'on ne peut pas contrôler. Et la femme a immédiatement lâché ma main. Pas progressivement. D'un coup. Comme si je brûlais. Comme si mon cri l'avait blessée. Louis et moi avons couru vers elle alors qu'elle se dirigeait vers nous. Ma sœur a crié aux autres qu'elle nous avait trouvés. Sa voix portait, forte, assurée, et je me souviens avoir pensé qu'elle était la personne la plus brave du monde. Mes parents ont remercié le couple qui leur avait raconté cette histoire élaborée sur comment ils essayaient de trouver nos parents depuis un moment et que nous étions de si gentils garçons et tout. Ils étaient devenus charmants, tous les deux. L'homme souriait maintenant, ce sourire qui ne touchait pas ses yeux. La femme serrait les mains de mes parents, s'excusant de nous avoir gardés si longtemps, expliquant qu'elle avait peur que nous ne nous perdions encore plus si elle nous laissait partir seuls. Je me souviens que mes parents ont invité le couple pour des hamburgers. Cette politesse des adultes qui ne voient pas le danger, qui ne veulent pas voir le danger, qui préfèrent croire à la bienveillance des étrangers. Heureusement, ils ont refusé. Ils avaient d'autres engagements, dit la femme. Ils devaient rentrer avant la nuit. Des excuses fluides, pratiquées, qui sonnaient juste assez vraies pour ne pas provoquer de soupçons. Je pense que parce que la femme était si gentille et que nous avions été retrouvés sains et saufs, mes parents n'ont pas réfléchi à deux fois. Nous étions là, nous rions presque déjà. Cette résilience des enfants qui passent à autre chose avant que l'adulte ait compris ce qui s'est passé. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi imaginer le pire? Je me souviens cependant que mon père et mon oncle parlaient plus tard, près du feu, de l'air effrayant qu'avait l'homme. Il avait des yeux de fou, a dit mon oncle. Mon père a hoché la tête, le visage sombre. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien dit. Ils sont restés près du feu, leur bière à la main, et le sujet est tombé. Comme tombent les sujets qui dérangent, qu'on préfère oublier. Mon cousin et moi avons fini par dire à ma sœur qui nous avait trouvé que le couple était bizarre. Il voulait nous mettre dans la caravane, avait dit Louis. Mais je ne pense pas qu'elle comprenait ce que nous voulions dire. Elle avait 12 ans. Elle pensait que nous avions eu peur de rien, que nous exagérions, que les adultes savaient toujours ce qui était dangereux et ce qui ne l'était pas. Ce n'est que lorsque mon cousin et moi avons eu l'âge de comprendre que certaines personnes ont de très mauvaises intentions. Cet âge où on commence à lire les journaux, à regarder les informations,
à comprendre que le monde n'est pas le refuge bienveillant qu'on nous promet, que nous en avons reparlé en profondeur. Nous étions à l'université, lui à Seattle, moi à Portland. Nous nous sommes retrouvés pour Thanksgiving, et après le dîner, alors que les adultes dormaient devant la télévision, nous sommes sortis dans le jardin. Nous sommes tous les deux arrivés à la conclusion qu'au vu de tout, ils étaient à court d'argent et allaient probablement nous vendre ou quelque chose du genre. C'était l'explication la plus logique, la moins terrifiante. Des kidnappeurs d'enfants, des trafiquants, des gens qui prenaient des enfants pour les revendre. Nous avions lu des histoires comme ça. Nous avions vu des documentaires. C'était horrible, mais c'était compréhensible. C'était humain. Mais il y avait des détails qui ne collaient pas. La caravane. L'équipement dans le caddie. La façon dont ils connaissaient ces bois. La patience qu'ils avaient eue. Ce n'était pas le profil de kidnappeur opportuniste. C'était autre chose. Quelque chose de plus organisé. De plus ancien. Pendant des années, en grandissant, j'ai gardé cela de mes parents parce que j'étais censé être l'homme fort de la famille. Le fils aîné. Celui qui protège, qui ne montre pas la peur, qui ne fait pas de vagues. Et penser à ce moment me faisait me sentir grossier et traqué. Vulnerable. Enfant. Louis se sentait aussi embarrassé puisqu'il était plus âgé que moi et sentait qu'il avait échoué à me protéger. Nous portions ce fardeau en silence, chacun de notre côté, comme si en parler le rendrait plus réel. Nous avons finalement dit à nos parents, il y a quelques années, la vérité complète. Ce que nous avions vu, ressenti, compris trop tard. Ma mère a pleuré. Mon père est devenu blanc comme un linge. Ils ont voulu appeler la police, même si cela faisait 15 ans. Même s'il n'y avait aucune preuve. Même si le couple était probablement mort, ou en prison, ou ailleurs. Mais j'aurais aimé que nous le leur disions immédiatement, et peut-être que quelque chose aurait pu être fait. Peut-être que d'autres enfants auraient été sauvés. Peut-être que cette caravane aurait été trouvée, fouillée, détruite. Peut-être que la femme aux mains froides et l'homme au regard vide seraient derrière les barreaux. De nos jours, je ne laisse jamais mes enfants hors de ma vue. Pas un instant. Pas dans un parc, pas dans un magasin, pas dans ces bois de Washington où nous retournons parfois en famille. Je leur fais toujours savoir qu'ils peuvent me dire quoi que ce soit sans craindre d'être jugés. Surtout mon fils. Surtout quand un adulte est gentil. Surtout quand on leur offre des sucreries, des cadeaux, des promesses. Je leur ai raconté cette histoire. Pas tous les détails, ils sont trop jeunes, mais l'essentiel. Le danger. L'importance de crier. Découvrir. De ne jamais, jamais entrer dans la voiture ou la caravane d'un inconnu, même s'il sourit, même s'il a l'air gentil, même si le soleil brille. Ce qui rend cette histoire encore plus terrifiante, c'est ce que j'ai découvert des années plus tard. Par hasard. Par ce hasard qui ressemble parfois à la destinée. Je travaillais sur un projet immobilier dans le comté où nous campions. Des recherches d'archives, des vérifications de propriété. Et je suis tombé sur un rapport de police. Vieux, classé, oublié. Une caravane jaune, abandonnée dans les bois, retrouvée par des chasseurs 5 ans après notre rencontre. Elle était répertoriée comme appartenant à un couple qui avait disparu dans des circonstances mystérieuses 10 ans auparavant. Soit 5 ans avant notre rencontre, soit 15 ans avant sa découverte. Le couple, Carl et Margaret H., selon le rapport, avait été vus pour la dernière fois en route pour ce camping. Leur voiture avait été retrouvée sur une aire d'autoroute, vidée de leurs effets personnels. Eux n'avaient jamais été retrouvés, ni vivants, ni morts. Mais ce n'est pas tout. Dans la caravane, les policiers avaient trouvé des objets. Beaucoup d'objets. Des vêtements d'enfants, des jouets, des sacs à dos, des chaussures de petite taille. Et le caddie. Ce caddie que nous avions vu pousser contenait des objets personnels appartenant à plusieurs enfants qui avaient disparu dans la région au cours des années précédentes. Des montres, des bracelets d'identification de camp d'été, des doudous, des photos scolaires. Le rapport mentionnait que la caravane semblait avoir été habitée récemment, qu'il y avait de la nourriture non périmée, des lits faits, des traces récentes de feu. Mais personne n'avait été retrouvé à proximité. Le couple que nous avions rencontré, si c'était bien eux, si c'était d'autres personnes utilisant la même caravane, avait disparu. Encore. Parfois, la nuit, quand je regarde dormir mes enfants, je repense à cette caravane jaune. Aux mains froides de la femme. Au regard vide de l'homme. Aux s'mores que nous n'avons jamais mangés. Et je me demande qui ils étaient vraiment. Si c'étaient les H, revenus d'entre les morts ou jamais partis. Si c'étaient des imposteurs, des prédateurs qui avaient trouvé cette caravane et l'avaient utilisée comme leur. Ou si c'était autre chose. Quelque chose que les rapports de police ne peuvent pas expliquer. Que ma raison d'adulte refuse d'admettre.
Je me demande aussi combien d'enfants n'ont pas eu de sœur pour crier leur nom. Combien ont suivi jusqu'à la caravane? Combien ont goûté au s'more? Combien ont disparu dans ces bois, alors que leurs parents pensaient qu'ils étaient en sécurité, qu'ils jouaient près du lac, qu'ils étaient avec des gentils inconnus? Et je remercie le ciel, ou le hasard, ou l'instinct, pour ce moment où j'ai crié. Ce cri qui a brisé le charme, qui nous a sauvés, qui fait que je peux raconter cette histoire aujourd'hui, avec mes enfants endormis dans la pièce voisine, vivants, réels, à moi. Je suis parti en camping avec mon copain de l'université, que j'appellerai Andrew pour préserver nos deux identités. Ce pseudonyme est une protection mince, presque ridicule, face à ce que je dois raconter. Mais il me permet de parler, de mettre des mots sur cette nuit qui hante encore mes rêves, 5 ans plus tard. Nous étions amis depuis un peu moins d'1 an. Cette amitié naissante, encore fragile, fondée sur des intérêts communs plutôt que sur l'épreuve du temps. Nous apprécions tous les deux la forêt et les randonnées. Ces longues marches où le silence devient une conversation à part entière. Mais nous n'étions jamais vraiment restés dehors dans la nature auparavant. Pas toute une nuit. Pas seul. Pas loin de tout. C'était pendant les vacances de printemps à notre école. Ce moment de l'année où le campus se vide, où les étudiants partent en Floride, au Mexique, dans ces destinations de l'excès et de l'oubli. Nous avions choisi le contraire. Le silence. L'isolement. La forêt qui s'éveille après l'hiver. Nous planifions cela depuis un moment. Des semaines de préparation minutieuse, cartes, équipements, itinéraires. Nous avons choisi un sentier que nous connaissions, que nous avions parcouru en journée l'automne précédent. Et nous avons même eu une idée de base de la zone où nous installerions, une clairière près d'un ruisseau que le guide de randonnée mentionnait comme idéal pour le bivouac. Le jour venu, nous sommes partis sans nous poser de questions. Le soleil brillait, l'air sentait la terre humide et les bourgeons qui s'ouvrent. Nous étions heureux de voir que personne d'autre n'était sur le sentier. En fait, nous avions choisi ce sentier pour cette raison même, sachant que ce n'était jamais une attraction très fréquentée. Les randonneurs préféraient les vues panoramiques, les cascades accessibles, les sommets marqués. Nous voulions l'intimité. Nous l'avions. Le sentier nous a emmenés environ 10 km dans la forêt avant que nous n'atteignions la zone générale où nous voulions nous installer. 10 km de montée douce, de sous-bois de chênes et de hêtres, de ces moments de conversation qui alternaient avec des silences de plus en plus longs, de plus en plus confortables. Nous avons monté nos tentes, 2 tentes, pas une seule. Cette décision qui me semble maintenant significative, salvatrice. Nous avons pris un petit repas juste avant que le soleil ne commence à se coucher. Des sandwichs, des fruits secs, cette nourriture simple qui a le goût de la liberté. Andrew et moi avons ramassé de grosses pierres et des bâtons pour faire un feu. Nous l'avons allumé juste quand il faisait nuit, cette lueur qui transforme le campement en bulle de chaleur et de lumière dans l'océan noir de la forêt. De manière irresponsable, nous avions apporté un pack de bière. 6 canettes, pas plus. Juste assez pour détendre l'atmosphère, pour que la conversation devienne plus fluide, plus intime. Nous avons commencé à boire tout en parlant et en traînant simplement près du feu. Des conversations d'étudiants, nos études, nos familles, nos ex, nos peurs pour l'avenir. Nous avons eu de bonnes conversations. Nous nous sommes amusés. Il y avait cette complicité qui se tissait, qui me faisait penser que cette amitié durait, qu'elle devenait solide, réelle. Mais quelques heures plus tard, nous étions prêts à aller nous coucher. Le feu baissait, la bière était finie, la fatigue de la marche se faisait sentir dans nos jambes. Nous avons éteint le feu, pas complètement, laissant des braises rougeoyantes qui crépitaient doucement. Puis nous sommes allés dans nos tentes pour dormir. Je me suis en fait endormi très facilement. Les sons apaisants de la nature, le vent dans les feuilles, le ruisseau au loin, les premiers grillons, m'ont bercé comme je ne l'avais jamais été. Mais tout au long de la nuit, je me suis réveillé. Ce n'était pas à cause de bruits extérieurs. Pas de craquement de branches, pas de ululement de chouettes. Je sursautais simplement éveillé pour une raison quelconque. Cœur battant, sueur froide, cette sensation que quelque chose n'allait pas sans pouvoir nommer quoi. J'ai supposé que c'était juste moi n'étant pas habitué à être dehors dans la forêt la nuit. L'absence de murs, de portes, de cette protection artificielle que nous construisons autour de nous. Mais cela me donnait quand même une sensation d'inquiétude. Une inquiétude diffuse, comme un goût métallique dans la bouche. Puis, peut-être à ma 4e ou 5e fois de me réveiller. Le temps devenait flou, ces intervalles de sommeil et d'éveil qui se mélangent. J'ai entendu la tente d'Andrew se dézipper. Ce son caractéristique, ce grincement de la fermeture éclair que je connaissais bien après une journée de camping ensemble. J'ai pensé qu'il allait probablement sortir pour aller aux toilettes ou quelque chose du genre. C'était normal. Naturel. Je l'attendais, écoutant ses pas s'éloigner de sa tente, se rapprocher du mien. Mais il n'a fait que quelques pas.
Puis il s'est arrêté. Silence. Puis j'ai entendu ouvrir son sac à dos et commencer à fouiller dedans. Des bruits de tissus froissés, de fermetures éclairs, d'objets qui heurtaient le fond en nylon. Encore environ 30 secondes se sont écoulées sans autre bruit. C'était comme s'il se tenait juste devant ma tente. Immobile. Attendant. Ou écoutant. Ou se preparante. Je me suis assis dans mon sac de couchage. Le cœur battant maintenant pour de vrai. Cette peur qui n'a plus de nom d'animal ou de bruit de forêt. J'ai finalement dézippé ma tente, lentement, le plus silencieusement possible, et j'ai regardé dehors. Dès que le son de ma fermeture éclair a commencé, ce grincement qui semblait assourdissant dans le silence total, j'ai entendu les pas d'Andrew se précipiter loin de l'avant de ma tente. Un mouvement rapide, presque paniqué. Au moment où j'ai passé la tête dehors, Andrew était baissé, penché sur son sac à dos, et a rapidement enfoncé quelque chose dans le compartiment principal. Puis il s'est retourné et m'a regardé. Son visage. Dieu, son visage. Je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas la surprise d'être pris en flagrant délit. Ce n'était pas la colère d'être dérangé. C'était du vide. Une absence totale d'expression, comme s'il avait ôté un masque pour révéler ce qui était dessous. Puis, en une fraction de seconde, le masque était revenu. Le sourire inquiet, celui de l'ami réveillé, celui de l'innocent pris la main dans le sac. « Tout va bien », a-t-il dit. Sa voix était normale, peut-être un peu trop normale. Cette neutralité forcée qu'on utilise quand on veut cacher quelque chose. Il m'a regardé un moment, puis a hoché la tête. Comme si je lui avais posé une question. Comme si j'avais dit quelque chose. Mais je n'avais rien dit. J'étais muet de cette terreur confuse qui me paralysait. Quelque chose dans tout cela m'a immédiatement semblé bizarre. Ce n'était pas la peur du moment. C'était la certitude soudaine que je ne connaissais pas cette personne. Que l'Andrew de la journée, de la veille, de ces mois d'amitié, était une construction. Et que ce qui se tenait devant moi, dans cette lueur de braise mourante, était la réalité. Je suis sorti de ma tente et je me suis levé. Mes jambes tremblaient, mais je voulais voir. Je voulais comprendre. J'ai demandé ce qu'il faisait dehors, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. Il a répondu en disant qu'il avait du mal à dormir et qu'il était juste sorti pour prendre l'air frais. Mais pendant qu'il parlait, j'ai regardé son sac à dos. Dépassant du haut, là où il ne l'avait pas complètement fermé dans sa précipitation, il y avait l'arrière d'un pistolet. La crosse noire, mate, reconnaissable entre toutes. Le canon métallique qui reflétait faiblement la lueur des braises. J'ai senti mon visage devenir blanc. Ce froid qui vous envahit quand le sang se retire des extrémités pour protéger les organes vitaux. Ce froid de la peur primitive, celle des mammifères qui sentent le prédateur. J'ai regardé Andrew à nouveau et j'ai fait de mon mieux pour cacher ma réaction, mais il savait déjà ce que j'avais vu. Je l'ai vu dans ses yeux. Cette certitude. Ce calcul rapide. Cette évaluation de la situation. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes étranges. Des secondes qui ont duré une éternité, où tout semblait possible. Où il aurait pu sortir le pistolet. Où j'aurais pu courir. Où nous aurions pu faire semblant, tous les deux, que rien n'était arrivé. Puis il s'est retourné et est rentré dans sa tente sans dire un autre mot. Pas d'explication. Pas de négation. Pas de « c'est un malentendu ». Juste ce silence qui en disait plus que n'importe quelle confession. Je ne l'avais jamais vu agir comme ça auparavant. Cet homme qui riait aux éclats à mes blagues, qui partageait ses rêves d'avenir, qui me parlait de sa mère malade avec des larmes dans la voix. Cet homme n'existait plus, ou n'avait jamais existé, et son visage trahissait qu'il était coupable de quelque chose. Quelque chose de grave. Quelque chose qui impliquait ce pistolet, cette nuit, et moi. C'était déjà étrange qu'il ne m'ait jamais dit qu'il apportait une arme. Nous avions parlé de sécurité, de danger de la forêt, de ce qu'il fallait emporter. Il m'avait demandé si j'avais un couteau. Je lui avais montré. Il n'avait jamais mentionné de pistolet. Mais sa manière d'agir rendait cela encore plus inquiétant. Ce n'était pas une arme de protection. C'était une arme de... Je n'osais pas finir la pensée. Je suis resté debout le reste de la nuit. Assis par terre à l'extérieur des tentes, le dos contre un arbre, les yeux fixés sur la tente d'Andrew. J'avais mon couteau ouvert sur mes genoux. Inutile contre un pistolet, mais rassurant. J'ai attendu que le soleil se lève, chaque minute une éternité, chaque ombre une menace. Quand il s'est levé, j'ai tout emballé. Méthodiquement, vite, sans un mot. Andrew est sorti de sa tente alors que je finissais. Il a essayé de parler, de dire quelque chose du genre de « tu pars déjà ». Mais je l'ai ignoré. Je suis parti. J'ai marché seul jusqu'à la voiture, 2 heures de descente où j'ai regardé derrière moi à chaque instant, où j'ai cru entendre des pas, où j'ai imaginé le pistolet braqué sur ma nuque.
Après ce jour, Andrew ne m'a jamais contacté. Pas un message, pas un appel, pas une explication sur les réseaux sociaux. Silence total. Ce qui, je suppose, prouve que quelque chose se passait cette nuit-là. Si c'était innocent, il aurait insisté. Il aurait demandé. Il aurait essayé de sauver notre amitié. Je ne sais pas avec certitude ce qui serait arrivé ou pourquoi cela serait arrivé. Mais je sais que j'ai eu de la chance de partir avant de le découvrir. Cette chance qui ressemble parfois à l'instinct, à cette petite voix qui hurle de fuir avant que la raison ait compris le danger. Ce qui rend cette histoire encore plus mystérieuse, c'est ce que j'ai appris des mois plus tard. Par hasard. Par une conversation que je n'aurais jamais dû entendre. J'étais dans un bar près du campus, avec d'autres amis communs. Nous parlions d'Andrew, de son absence soudaine, de sa disparition des réseaux sociaux, de ces rumeurs qui circulaient. Et l'un d'eux, un gars qui avait eu un cours avec Andrew le semestre précédent, a baissé la voix et m'a dit qu'il avait entendu des choses. Andrew avait été arrêté. Pas pour ce qui s'était passé entre nous, je n'avais rien signalé, je n'avais aucune preuve, j'avais juste fui. Mais pour possession d'armes illégales. Ce pistolet que j'avais vu était non seulement non déclaré, mais modifié. Un numéro de série effacé. Une arme utilisée dans un crime non résolu, 2 ans plus tôt, dans une autre ville. Et il y avait autre chose. Andrew avait été vu errant dans les bois près de notre université avec ce même pistolet, cherchant apparemment quelqu'un. Quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. Quelqu'un de ma taille, de ma corpulence, avec mes cheveux, mes traits. Un sosie. Une cible. Une victime qu'il n'avait pas trouvée, parce qu'elle n'existait pas, ou parce qu'il avait changé d'avis, ou parce que... Je n'ai pas pu finir la conversation. Je suis sorti du bar, j'ai vomi dans la rue, j'ai pleuré dans ma voiture. Pas de peur. La peur était passée. De la gratitud. De cette gratitude terrible et glaçante envers ce hasard, cette insomnie, cette fermeture éclair qui avait grincé au bon moment. Parfois, la nuit, quand j'entends un bruit dans l'appartement, quand je crois voir une silhouette dans la rue, je repense à cette nuit dans la forêt, à ce visage vide d'Andrew, à ce pistolet dans son sac. Et je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas ouvert les yeux, si je n'avais pas dézippé ma tente, si j'avais continué à dormir, à rêver, à être vulnérable dans l'obscurité. Je me demande aussi qui il cherchait vraiment. Ce sosie, cette cible. Si c'était une invention pour sa défense, ou si quelqu'un d'autre existe, quelque part, qui a rencontré Andrew dans une autre forêt, une autre nuit, et qui n'a pas eu ma chance. Qui n'a pas entendu la fermeture éclair. Qui n'a pas vu la crosse du pistolet. Et je me demande si Andrew pense encore à moi. S'il me cherche encore. S'il erre dans d'autres bois, avec d'autres armes, cherchant d'autres visages qui ressemblent à celui qu'il n'a pas pu trouver. Ou détruire. Je ne sors plus la nuit seul. Je ne campe plus. Je ne fais plus confiance aux amitiés naissantes, à ces connexions rapides qui semblent trop belles pour être vraies. Parce que parfois, elles le sont. Parfois, derrière le sourire, il y a un vide. Derrière l'amitié, il y a un calcul. Et derrière la tente voisine, il y a un pistolet qui attend que vous fermiez les yeux.